merci d'être venu ce soir. Alors en effet, un temps pas forcément idéal pour parler de canicule, même si on va voir que les vagues de chaleur pourront arriver de plus en plus tard, pas jusqu'à novembre. Mais on tenait à le faire aussi cette année parce que les mois d'été 2025 ont été le théâtre de canicules qui sont arrivées assez tôt, donc pendant le temps scolaire, ce qui a été un rappel de l'importance de repenser l'école face aux défis climatiques. Un petit mot d'abord de présentation. Voilà, je m'appelle Maria Kostrevski, je travaille à l'Agence parisienne du climat. On est une association qui a été créée par la ville de Paris en 2011 pour accompagner la ville dans la mise en œuvre opérationnelle de son plan climat. On a plusieurs activités, notamment d'accompagnement des copropriétaires parisiens à la rénovation énergétique. On a également développé une des raisons pour lesquelles on s'intéresse fortement à ce sujet d'adaptation des écoles, à des activités sur l'adaptation au changement climatique, notamment via le programme Adaptaville qui a été lancé il y a bientôt 5 ans maintenant, avec une plateforme qui recense des solutions d'adaptation à la ville dense, qui sont des contenus qu'on met à disposition notamment de tous les acteurs de l'adaptation de la métropole du Grand Paris. Également tout un programme événementiel, webinaire, ateliers, visites de sites, également des rencontres annuelles. Parmi nos missions, on a aussi celle d'informer les Parisiennes et les Parisiens à la fois sur les enjeux climatiques au niveau local et aussi sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre sur ces sujets-là. C'est dans ce cadre-là qu'on organise les cafés climat, que certains, je pense, connaissaient déjà, qu'on en réalise plusieurs par an, avec à chaque fois un compte-rendu qui sera réalisé sous format de bande dessinée, pour que vous puissiez retrouver les principaux enseignements des différents cafés climat qu'on organise, et également une captation qui est réalisée. Pour introduire ce sujet, donc de comment est-ce qu'on peut réinventer l'école face aux défis climatiques et notamment face aux surchauffes. Petit rappel évidemment, bien que le changement climatique est déjà là et va se poursuivre. À Paris, on a des données grâce à la station Montsouris depuis le 19e siècle qui nous ont permis de nous apercevoir que le climat avait déjà augmenté de plus de 2,3 degrés Celsius. Et l'étude Paris face au changement climatique prévoit dans un scénario intermédiaire qu'on pourrait dépasser les 4 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Scénario intermédiaire donc qui pourrait être même potentiellement pire si la réalité est plus pessimiste que certains modèles ou si les émissions mondiales augmentent plus que ce qu'on prévoit. Des chiffres aussi qui viennent de voir le fait qu'on évolue dans un climat qui est nouveau et pour lequel, on y reviendra, les bâtiments n'ont pas été construits. C'est les graphiques que vous avez là, notamment à gauche, le nombre de jours très chauds où on dépasse les 30 degrés Celsius. On en comptait environ 7 dans une période industrielle à la fin du 19e siècle. Aux alentours de 2010, on en compte 2 fois plus déjà, autour de 14. On pourrait passer à une vingtaine en 2030 et à 35 en 2035, à la fin du siècle, pardon. Et si on regarde aussi les nuits tropicales, qui sont les nuits où la température ne descend pas en dessous des 20 degrés, qui était un phénomène quasiment inexistant avant le changement climatique. Aujourd'hui, on en est à 5 et ça pourrait être multiplié par 7 par an d'ici la fin du siècle. Donc il faut faire face à cette nouvelle réalité. Également, alors qu'habituellement les vagues de chaleur, et c'est majoritairement le cas encore, étaient surtout concentrées sur les mois de juillet et en août, ce graphique qui vous montre en rouge la probabilité d'occurrence pour chaque jour de l'année, la probabilité d'occurrence d'une vague de chaleur. On aura une chance d'être en vague de chaleur dès le mois de mai, potentiellement aussi jusqu'au mois de fin septembre, ce qui, lorsqu'on parle des écoles qui, historiquement, évidemment, à part pour les centres de loisirs, ne sont pas occupés, en tout cas pour l'enseignement, pendant les mois où il y avait des vagues de chaleur, et bien on va être confronté de plus en plus aux canicules de plus en plus tard ou de plus en plus tôt, comme celle qu'on a vue en juin 2025.
Et Paris se prépare d'ailleurs à des pics potentiellement à 50 degrés. Ils ont demandé au groupe régional d'experts du climat s'il était possible qu'un pic à 50 degrés survienne. Et en effet, il y a une probabilité que dès la décennie qui arrive, 2030, on puisse avoir ces pics, qui là impliquent également à ce qu'on revoie notre organisation. Dans le rapport Paris à 50 degrés, ils se sont notamment intéressés à cette question des écoles. Pourquoi c'est important particulièrement de parler des écoles? Évidemment, les canicules qui ont des conséquences assez larges sur le territoire, sur les habitants, notamment sanitaires. Les écoles, c'est aussi particulier parce que ça va toucher plein d'enjeux différents. Alors déjà, ce qu'on a vu à l'été 2025, c'est quelques articles de presse que vous avez ici, avec tout le territoire Île-de-France dès le 29 juin qui a été placé en vigilance orange canicule. Ça fait se poser la question de la fermeture des écoles, par exemple, pour protéger les enfants, ne pas les exposer, surtout lorsque les écoles n'étaient pas adaptées au changement climatique, à des températures dangereuses. Derrière la question de la fermeture, va se poser tous les problèmes d'inégalité. Le dilemme parfois qui est, est-ce qu'on doit accueillir les enfants dans les salles surchauffées? Est-ce qu'on doit les renvoyer chez eux, sachant que potentiellement leurs logements ne sont pas mieux? Ça crée aussi des inégalités entre les enfants qui ont la chance donc, de vivre dans des logements bien isolés, aussi d'avoir des parents, si l'école est fermée, qui peuvent les accompagner pour faire leurs devoirs, et créer une discontinuité d'enseignement pour les autres. Sur les enjeux sanitaires, ce qui va notamment toucher les publics sensibles qui vont être très jeunes, donc si on s'intéresse notamment aux écoles maternelles, là aussi on sait qu'on a des risques pour la santé qui peuvent aller jusqu'au coup de chaleur qui intervient lorsque le corps n'est pas capable de réguler sa température à 37 degrés. Et les enfants ont un corps qui n'a pas encore, les jeunes enfants, en pleine capacité par rapport à nous adultes, de réguler efficacement leur température. Donc un public à risque qui nécessite une surveillance et qui ne doit pas être exposé longuement à des températures très élevées. Mais sans aller jusqu'aux conséquences sanitaires potentiellement dramatiques, on a aussi des études qui montrent qu'il y a une perte de la qualité de la concentration des élèves, des performances liées à la chaleur. Et voilà, je pense que vous l'avez tous expérimenté, c'est plus compliqué lorsqu'il fait très chaud de bien se concentrer. On peut aussi avoir des malaises ou des saignements de nez qui vont aussi perturber l'enseignement. On aura l'occasion aussi d'y revenir parce qu'on a la chance d'avoir un enseignant avec nous ce soir. Donc autant de raisons qui font que, au-delà des enjeux sanitaires, les enjeux aussi sociaux, les enjeux aussi pour garantir une bonne éducation aux élèves, font qu'il va falloir modifier certaines choses pour faire face à des canicules qui vont intervenir de plus en plus fréquemment et de manière de plus en plus intense pendant le temps scolaire. Donc, pour ça que voilà, aujourd'hui, on va se poser la question sur comment est-ce qu'on peut réinventer l'école face aux défis climatiques. J'ai le plaisir de recevoir, pour en discuter, Nathalie Chazalette de la Direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris, ici, pour nous parler surtout de l'aspect bâtimentaire. Charlotte von Doesburg du CAUE de Paris, pour nous parler là plutôt du travail sur l'environnement proche, c'est-à-dire les cours d'école. Et puis pour finir, Alexandre Ribot de l'Académie de Paris, vous êtes aussi enseignant, pour nous parler des méthodes pédagogiques et notamment d'une solution qui serait de faire l'école dehors. Vous nous en direz un peu plus tard. Mais pour commencer, je vais vous donner la parole, Nathalie Chazalette, ici pour avancer. Pour nous parler de comment est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit transformer nos bâtiments, sachant qu'à Paris, les écoles sont déjà construites. Et donc pour commencer, peut-être nous expliquer quels sont les enjeux du parc de bâtiments scolaires et notamment vis-à-vis des fortes chaleurs qu'on commence à connaître. Alors, bonjour. Donc moi, je suis architecte à la direction des constructions publiques et architecture de la ville de Paris. Le parc des écoles, c'est 651 écoles à date. Il y en a évidemment une très grande partie qui ont été construites. On a un parc qui démarre avec les écoles, en gros, Jules Ferry. Et ensuite, on a tout un panel de structures et de fonciers.
L'équipe que j'anime, c'est une équipe de recherche et développement, c'est-à-dire que notre travail, c'est de tester des solutions, des alternatives, de les évaluer pour ensuite éventuellement les répliquer au niveau du parc. Donc nous, en interne, on est des architectes et un ingénieur thermicien qui est en capacité de faire des études de simulation thermique dynamique, c'est-à-dire d'évaluer le comportement des bâtiments et de pouvoir évaluer, estimer les bénéfices des interventions qu'on souhaite faire dans le bâtiment. Donc voilà, le sujet du confort d'été, c'est un sujet évidemment majeur. Alors, moi, je vais parler des bâtiments, mais la grosse différence avec, je dirais, le confort classique et le travail des architectes, c'est que pour le confort d'été, il faut absolument trouver une alliance avec les usagers. C'est-à-dire que c'est absolument impossible d'envisager un confort d'été avec des températures qui vont monter sans que les usagers soient informés des bons gestes, des bonnes pratiques, de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, il y a une alliance à trouver. Donc, dans notre travail, la pilote d'éco-rénovation que je peux vous présenter rapidement, une des grandes actions qu'on teste, c'est comment redonner du pouvoir d'agir aux gens qui vivent dans le bâtiment pour leur propre confort. Voilà. Donc ça, je vous le montrerai un peu après. Et assez concrètement, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer ce confort alors, il y a toutes sortes de choses. Là, on démarre. Bon, je vais vous montrer. Enfin, on démarre, par exemple, là, on a fait une journée de formation avec l'ensemble des enfants de l'école et l'ensemble des profs sur le confort thermique. Et là, on a été chercher qu'est-ce que c'est le confort thermique. On s'appuie sur des exemples avec des animaux, avec de la maîtrise d'usage pour comprendre ce que c'est que la transpiration, comprendre l'impact. Donc, on part vraiment du corporel. On est des animaux homéothermes et jusqu'à où on peut tenir ce concept d'homéotherme qui est vital. Et comment on peut trouver des éléments avec les animaux. Et puis, on va jusqu'aux interventions sur le bâtiment et on va travailler la signalétique avec les enfants pour essayer d'avoir un espèce de guide de comment on fait alliance, bâtiment, architecte, usager pour renforcer notre capacité de confort d'été. Après, on n'invente pas... il suffit de regarder un peu plus bas, vers le sud. Il faut des protections solaires, il faut de la ventilation naturelle traversante, il faut des brasseurs d'air, il faut de l'eau à proximité, il faut des arbres, il faut, enfin, voilà. Après, c'est tout ça. Et puis, il faut aussi des matériaux qui soient choisis pour leur inertie, pour leur capacité à gérer l'hygrométrie, qui est un gros sujet aussi pour le confort. Et puis après, il faut des enfants qui arrivent pas en doudoune quand il fait très chaud. Il faut connaître les bons gestes. Il faut peut-être avoir accès à l'eau. Il faut nous, on essaye de regarder avec eux s'il n'y a pas un truc à faire, une espèce de petite mission canicule ou comment se mobiliser quand c'est ces périodes-là. Alors, je vous montre, parce que là, donc voilà, là, c'est un programme qui s'appelle l'Aréno, point d'exclamation. Donc je vais vous montrer que la partie confort d'été, mais on travaille sur un peu tout. C'est 6 salles de classe. Donc c'est tout petit, dans un groupe scolaire qui est encore en activité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail avec les enfants, et les enseignants qui viennent visiter le chantier, qui viennent faire cette journée, etc. Donc voilà, on a un petit programme qui est sur 6 salles de classe. Et on est en avance de phase sur un grand programme qui va porter sur la rénovation de l'ensemble du groupe scolaire. Mais nous, en première phase,
on intervient sur une petite partie pour tester et pour se donner un peu une boîte à outils pour les prochaines rénovations des autres du grand programme d'école. Voilà la tête que ça, c'est un bâtiment des années 55. Effectivement, la première chose qu'on travaille avec les enfants, c'est d'essayer de recontextualiser 1955 pour eux. C'est très 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 loin, et on le replace sur l'évolution des températures moyennes à Paris. Donc en 1955, tu l'as dit, il y avait 1,8 degré d'écart à peu près. Et donc après, on travaille avec eux sur c'est quoi 1,8 degré et comment ça peut être un peu difficile. Donc il faut l'adapter. Voilà, c'est un bâtiment assez classique, un couloir, une salle de classe. La spécificité, c'est que la salle de classe est orientée plein sud, qu'il n'y a pas de masque, pas d'arbres. Et que comme l'école était près du périphérique et qu'il y avait, au moment dans les années 55, il n'y avait pas d'immeuble entre l'école et le périphérique. Il y a eu à un moment dans les années, on a l'impression que c'est dans les années 80, où ils ont rajouté une deuxième façade à l'intérieur du bâtiment pour le confort acoustique. Mais alors, vous imaginez que sans store, avec la double façade plein sud, on est là dans un cas d'école qui est vraiment tout à fait intéressant et urgent. Puisque actuellement, dans le bâtiment existant, on a à peu près, entre le 15 avril et le 15 octobre, il y a une bonne partie du temps où ils sont au-dessus des 28 degrés. Et voilà. Donc nous, notre thématique, c'est donc collaborer avec tous les usagers de l'école, avec les partenaires de la ville, tester des solutions, les évaluer après. Donc on a toute une série de capteurs qu'on va mettre à l'intérieur des salles, de capteurs de température, d'humidité, de CO2, des capteurs de température opérative. Donc c'est des capteurs qui font la moyenne entre la température de l'air et les températures des surfaces. Parce qu'en fait, la température ressentie, c'est une moyenne entre ces éléments. Et puis ensuite, évidemment, essayer de déployer à la fois les solutions techniques et, on l'espère, des solutions méthodologiques de mobilisation et de collaboration avec les usagers. Collaborer. Donc, on a fait plusieurs choses. Donc, je vous ai parlé de la journée qu'on a appelé bien dans ma peau, bien dans ma classe. Donc c'était une journée sur le confort thermique avec tous les enfants. Et on a fait aussi un travail assez simple. On a été dans les salles de classe. Donc on a été en immersion dans les salles de classe pour voir à la fois parler avec les professeurs pour qu'ils nous racontent leurs problèmes et leurs diagnostics, mais aussi les regarder vivre à l'intérieur du bâtiment. Et on est 6 dans l'équipe à avoir fait ça, et on avait une petite grille pour voir comment étaient habillés les enfants, le prof. Est-ce qu'il y en a qui on a été l'hiver aussi, est-ce qu'il y en a qui éternuent, est-ce que il y avait des différences de température dans la salle, est-ce que ils ouvraient les fenêtres pour ventiler, est-ce que la porte de salle était ouverte, enfin toutes sortes d'éléments qui sont en fait des éléments diagnostiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intégrer à plein dans les opérations de bâtimentaire. Mais en fait, dans le neuf, c'est pas utile, mais dans la rénovation et pour le confort d'été, il nous semble que c'est vraiment des sujets à creuser pour mieux comprendre l'écosystème et l'écosystème vivant. Voilà. Donc là, ça c'est la salle de classe avant. Vétuste, trop chaude en été, mais vraiment vraiment trop chaud, hein. Et même parfois en hiver parce que ça fait serre, pas assez ventilé, et puis une luminosité très importante à l'intérieur des salles qui fait que le tableau numérique bug, ce qui fait qu'ils ferment les rideaux, ce qui fait qu'ils allument la lumière, ce qui fait qu'il fait encore plus chaud. Et voilà, il y a toutes sortes de choses après.
Après, l'objectif, c'est d'avoir des salles plus confortables, mieux ventilées, mieux éclairées, chaleureuses, modulables et avec des occupants plus sensibilisés. Donc, on fait là, dans cette opération pilote, on fait des interventions vraiment ciblées où on se dit que la double façade, ça peut être une solution intéressante en hiver puisqu'on a beaucoup d'apports solaires et que en le traitant en été avec des bonnes protections solaires et une ventilation efficace, on peut peut-être en garder une partie. Donc on a gardé les parties centrales avec évidemment des protections solaires toutes sur la totalité de la façade. Et puis peut-être la nouveauté, c'est que on organise un dispositif de ventilation traversante sécurisé. Ça veut dire que il y a une espèce de persienne. Ça c'est autre chose, pas grave. C'est tous les matériaux qu'on met, donc où on essaye d'être au maximum avec des matériaux naturels. Mais les brasseurs d'air, alors attendez, je verrai, voilà. On essaye d'organiser une ventilation avec sur la façade sud, une persienne fixe qui évite l'intrusion, qui est dimensionnée comme les abassons dans les églises sur les clochers. Il y a une orientation, c'est 60 degrés pour éviter que la pluie rentre, et avec un taux de recouvrement de 40%, on a repris la bonne vieille méthode et on fait faire donc un volet de surventilation pour pouvoir ouvrir une fenêtre, avoir entre la porte dans la cloison entre la couloir et la salle un portillon qu'on peut laisser ouvert, et même chose dans le couloir, une fenêtre sécurisée avec une persienne, et puis ça sera à la mission canicule de voir qui, en partant, laisse ouvert, voilà. Moi, je suis tout à fait optimiste parce que j'ai vu les enfants dans les écoles, et enfin dans cette école-là en tout cas, j'ai pas. Mais par exemple, ils éteignent la lumière, mais à tous les coups. Il y en a un moment, le prof voulait partir vite. Non. Mais parce qu'il y avait un petit rituel qui est que l'interrupteur est un peu haut. Et du coup, il faut mettre un petit truc, grimper dessus, donc qui fait 10 cm, mais faut grimper dessus pour pouvoir atteindre le truc. Et du coup, il y en a celui qui a cette mission, jamais il sort sans fermer la lumière. Donc là, on voudrait faire un peu pareil, que celui qui a la mission de laisser la ventilation nocturne, il puisse le faire. Et voilà, donc ça, c'est assez simple. Ça a été mis en place à Lyon, par exemple, où c'est eux qui nous ont alertés sur le fait que si on travaillait pas avec les usagers, ils allaient pas comprendre à quoi ça sert, et que ils allaient mettre un truc devant et puis que ça allait partir comme ça. Donc là, on veut travailler avec eux pour un livret, pour des dessins, des trucs, et que ça soit vraiment clair à quoi ça sert. Et surtout, ça sert énormément, parce que quand on fait les simulations thermiques dynamiques, sans ventilation nocturne, sans décharger le bâtiment de la chaleur pendant la nuit, ça devient très 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 difficile de supporter plusieurs jours de canicule. Donc c'est vraiment une des actions qui est massive. Je peux repartir en arrière? Oui, ça c'est aussi, on va mettre des brasseurs d'air. Voilà, donc on en met 4 par salle de classe. On a été voir des collègues à Marseille, et ils en déploient partout. On s'est dit ok, on va prendre les mêmes que vous, on va regarder comment ça marche. Il y a un très bon retour des enseignants parce que ils ont la main dessus. C'est quand même très confortable. Ça fait baisser d'au moins 2 degrés la température ressentie. Donc c'est quand même assez efficace, assez frugal. Donc voilà, on va en mettre 4 par salle.
Et voilà, donc ça augmente la plage de confort des usagers. Et ce qui est recommandé, c'est des vitesses maximales autour de 0,8 mètres par seconde. Donc là, vraiment, il n'y a pas un papier qui vole à 0,8 mètres par seconde. Je pense que s'il fait vraiment 35 dans la classe, tant pis, les papiers vont voler, on peut pousser un peu. Voilà. Voilà. Et puis, bon, on teste aussi une cheminée de ventilation naturelle qui permet de gérer ça de façon naturelle en utilisant les pressions, donc le vent. C'est un produit anglais qui est mis, on va tester pour la première fois, on verra. Et sur le confort d'été, voilà, ce qu'on a peut-être fait comme étude, c'est que on a regardé sur l'état existant, il y a à peu près la moitié du temps où ils sont à plus de 28 degrés quand on fait la simulation thermique dynamique en rentrant les données de météo actuelles. Si on met les données de météo de 2030 ou de 2050 avec des scénarios qui sont des scénarios avec des canicules que tu as montré, quand on met ça dans notre machine à faire de la simulation de confort, ben on s'aperçoit que si on faisait rien dans cette école, ça serait 80% du temps entre le 15 avril et le 15 octobre où il serait au-dessus de la température en confort adaptatif. Le confort adaptatif, c'est une nouvelle façon de mesurer le confort d'été. C'est pour se dire, le premier jour où il fait 28 degrés ou même 25, on a très chaud. Et puis, on a une capacité, en tant qu'animaux homéothermes, à s'adapter. Et donc, le deuxième jour, au bout de 3-4 jours, on finit par avoir une petite capacité d'adaptation. Donc, le confort adaptatif prend en compte le fait que si ça dure plusieurs jours, avant que ça soit vraiment très, très compliqué, il y a quand même un moment où on s'adapte un peu. Donc, là, même en prenant cette capacité d'adaptation, si on ne fait rien dans cette école, en 2030, dans les scénarios, c'est 80% du temps où on est au-dessus de ce seuil de confort. Donc, il y a vraiment urgence à intervenir. Et voilà. Et donc, normalement, mon collègue thermicien n'est pas là, mais il s'est engagé. J'ai le droit de présenter ce truc où, avec tout ce qu'on met, c'est-à-dire on met de la terre crue, des matériaux naturels, on fait un peu d'isolation, on fait des protections solaires, on met des brasseurs d'air et tout ça, et on fait la ventilation nocturne. On est entre 1 et 3% du temps. Voilà. Donc, on diminue de 81%. On est à peu près content. Donc là, rendez-vous l'été prochain, puisque le bâtiment, on l'aura terminé et on va évaluer déjà si on est bien dans les phases de canicule, si on est bien au taquet. Bon, on espère quand même, hein. Normalement, on a fait déjà un autre bâtiment avant d'école où on avait fait les mêmes simulations thermiques dynamiques. La réalité suit à peu près la simulation. Et voilà. Et on est en ventilation naturelle. Ça, c'est pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Où pendant l'été jour, on va ouvrir plutôt côté nord. Et on va ventiler de manière naturelle via la porte et le portillon pour éviter de faire rentrer de l'air chaud, l'air plus chaud côté sud. Et puis l'été nuit, on va le laisser ouvert et sécuriser le fait que on peut avoir une surventilation nocturne pour vraiment renouveler l'air à l'intérieur de la salle de classe et évacuer toute la chaleur. La chaleur des enfants, 25 enfants à l'intérieur, ça fait beaucoup de chaleur, hein. Donc, du coup, c'est aussi celle-là qu'il faut évacuer. Quand bien même on arrive à ne pas faire rentrer trop d'apport solaire et à gérer un certain nombre d'être bien isolé, tout ça, il y a quand même la chaleur
des occupants. Et celle-ci, si on n'organise rien, elle va pas s'évacuer toute seule. Voilà. Peut-être quelques questions pour compléter. Peut-être déjà un premier commentaire aussi sur ce que vous avez montré. Je vous donnerai la parole juste après. Ce que vous avez montré aussi qu'on arrivait à atteindre 1-2% d'inconfort. Peut-être préciser aussi que c'est aussi parce que c'est des solutions qui marchent extrêmement bien ensemble. C'est-à-dire chaque solution isolée permet de réduire, mais on est encore loin de ces objectifs-là. Mais c'est vraiment si on arrive à la fois empêcher la chaleur d'entrée, l'évacuer, et en plus on peut ajouter un peu d'inertie, d'isolation. C'est vraiment des solutions qui sont très complémentaires, et c'est en agissant sur tous ces différents leviers qu'on arrive à des résultats de ce type, avec des bâtiments adaptés. Peut-être vous poser deux petites questions pour compléter. Déjà, est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez? Vous avez pu l'évoquer rapidement avec la question des usages, mais sur un bâtiment tel qu'il est et avec les usages existants, est-ce qu'il y a certains leviers que vous avez peut-être un peu plus de mal à mettre en œuvre? Ça peut être par exemple la ventilation avec les contraintes liées à la sécurisation des salles, ou voilà, au fait que tous les bâtiments, par exemple, sont par d'isolation, ne sont pas si faciles à isoler. Quels seraient un peu les leviers et est-ce que vous arrivez à les lever? Alors, nous, on est dans une opération pilote. Donc, on l'a posé comme ça. Pilote, c'est notre objectif, c'est de tester les choses, les évaluer et après de voir si on les déploie. Pour ça, on rencontre assez peu de freins de principe, quoi. Tout le monde est d'accord pour que là, on teste, on mette les brasseurs d'air, enfin, tout le monde est OK pour qu'on teste l'ensemble des solutions qui sont là. Après, c'est plutôt d'évaluer en quoi c'est le plus efficace. Après, l'isolation, voilà. Moi, j'ai peut-être un petit combat, c'est sur le fait que actuellement, la réglementation, on isole partout. Enfin, toutes les orientations, c'est que la façade soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, c'est les mêmes recommandations. Je pense que voilà, quand on est en bâtiment neuf, pourquoi pas. Quand on intervient sur du bâti existant, je pense que c'est intéressant quand même de regarder très finement quels sont les sujets sur la façade sud. Isolé, oui, mais il faut garder de l'inertie, quoi. Sinon, potentiellement en confort d'été, on peut être un peu en difficulté. Donc, c'est plus des équilibres qu'on est en train de tester. Et pour ça, on s'appuie sur des retours d'expérience d'autres villes, d'autres confrères qui sont dans des villes qui ont un peu plus d'expérience que nous. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est essentiel que Paris s'appuie sur des villes qui ont plus d'expérience. Et pour l'instant, en tout cas, là, dans cette école, les usagers, ils sont vraiment moteurs pour qu'on teste tout ce qu'on voit. Je sais qu'il y avait une question au fond. On va peut-être commencer à prendre les questions du public. Bonsoir, je parle assez fort. Ça va? Ok. Bonsoir, je suis locale à Fontenay-sous-Bois. J'ai une question. Vous avez évoqué les tableaux numériques interactifs. Vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'à une certaine température, ça bug. C'est un niveau de luminosité. Vous parlez de bug. C'est un niveau de luminosité. D'accord, c'est là qu'on ne voit plus l'écran. Et en fait, ma question, c'est est-ce que les tableaux numériques interactifs et les vidéoprojecteurs sont source de chaleur? Est-ce que vous avez évalué la chaleur dégagée par ces équipements demandés par l'Éducation nationale? Et est-ce que du coup, vous adaptez pour pouvoir continuer à avoir cette source de chaleur, ou est-ce que du coup, les usagers en reviennent? Et puis l'autre question, c'est, on a parlé du bâti, et est-ce qu'en termes d'environnement, j'imagine que vous avez peut-être aménagé une cour oasis ou changé le revêtement de sol de la cour, voilà. Alors, dans cette opération pilote, on s'est volontairement mis dans une situation inextricable, c'est-à-dire que on a posé comme donnée d'entrée qu'on ne pouvait pas intervenir par l'extérieur. On sait, ça c'est vraiment que pour l'opération pilote, et parce que aussi il y a une grosse opération qui va, elle,
réfléchir sur l'ensemble. Mais nous, on s'est dit, par exemple, à Paris, sur l'ensemble du parc, il y en a une bonne partie où on ne pourra pas faire d'isolation thermique par l'extérieur, soit pour des raisons patrimoniales, des raisons urbaines, des raisons techniques. Donc, on s'est volontairement mis dans une situation la plus complexe possible pour pouvoir avoir des solutions. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas intervenu sur la cour. Donc, les solutions, on les a cherchées vraiment sur le bâti, la ventilation, les autres, l'orientation du bâtiment. Enfin, on a, mais évidemment que dans l'opération globale, il va y avoir fort heureusement une magnifique cour oasis et de l'ombrage, etc. Hein. Donc là, dans le cadre de l'opération pilote, on s'est mis dans le pire du pire. Pour les tableaux numériques, c'est donc ce qui les fait bugger, c'est le trop de luminosité. Donc ça, après, on a évalué la chaleur dissipée par cet équipement à l'échelle de ce qui est dissipé par les enfants. C'est accessoire. Alors de mémoire, parce que je crois que c'est 50 watts. Et du coup, chaque enfant, c'est entre 70, 80. Les adultes, c'est 100, multiplié par 25. Donc, de toute façon, le sujet, il est, le sujet de la dissipation de la chaleur, elle doit être traitée par la ventilation. On est le renouvellement d'air, quoi. Et dans l'école, en tout cas, eux, ils sont convaincus, ils utilisent au quotidien le tableau numérique, pas tout le temps, mais ils l'utilisent au quotidien. Donc on l'a pris en compte dans la demande de programme. Oui, une autre question ici. Oui, bonsoir, je parlais à cette fois. J'ai une question réglementation d'incendie par rapport à la ventilation nocturne. Est-ce qu'il y a des barrières réglementaires ou est-ce que, et si oui, vous les contournez ou vous les outrepassez volontairement? Comment vous faites? Dans nos opérations pilotes, le travail, si vous voulez, je pourrais vous passer le site internet. Hein. On a un site avec les opérations qu'on fait. On ne fait pas de dérogation jamais. Le principe, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec la réglementation en vigueur. Donc on a un travail avec le bureau de contrôle qui est un peu spécifique puisqu'on lui demande de vraiment motiver à chaque fois quand il y a un refus pour qu'on comprenne bien quelle est la limite et du coup comment on reste dans le cadre. Et voilà. Donc ça c'est toujours. Donc là il n'y a pas de sujet de sécurité incendie. Enfin ils sont traités. Ce qu'on a fait pour le portillon, c'est que il est sur ventouse. Donc c'est une ventouse électrique, une gâche électrique. Donc s'il y a un incendie, il y a deux choses qui sont si c'est en journée que le portillon est ouvert, c'est comme la porte. Donc là il y a une formation à faire et une étiquette à mettre sur la porte pour dire à l'enseignant que quand il sort, ce qu'il sait actuellement, c'est qu'il doit fermer sa porte en sortant s'il y a un feu. Et là, il doit fermer sa porte et le portillon s'il est ouvert. Et si ça arrive quand l'enseignant n'est pas dans sa classe ou la nuit, puisque c'est principalement ça, dès que l'électricité se coupe, ce qui est quand même un des enjeux quand il y a un feu, hein, la gâche électrique se sort et il y a un ferme-porte qui referme. Voilà. Mais comme ça ne participe pas à l'évacuation, en fait, il n'est pas raccordé sur le SSI. Alors, c'est une des premières fois où on le met en place. Donc ça va être en discussion. Si à un moment, faut le raccorder au SSI pour X raison, on le fera. Mais pour l'instant, l'interprétation et le travail qu'on a fait sur ce portillon, c'est ça. Voilà. Il participe
Mais donc ça veut dire aussi, ça plaide aussi pour une formation avec les usagers pour fermer la porte et le portillon. Et sur tous les sujets biosourcés, on a des PV sur absolument tout, y compris les cloisons en terre, sur de l'isolant biosourcé, etc. Oui, bonsoir. C'est très fort. Nicolas Blondet. C'était une petite question qui concerne la qualité de l'air associée à l'école et à tout ce qui va fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir quand même une école avec des niveaux de circulation d'air qui vont être ce qu'ils sont par rapport à la ventilation naturelle, par rapport à la nocturne, qui vont aussi être pas mal axés dans le naturel. Avec quand il fait très chaud, il n'y a plus spécialement de vent non plus. Et à ce regard-là, est-ce que vous avez prévu de modéliser les niveaux de polluants qu'on va trouver et assurer aussi ce que l'on doit aux enfants en milieu petite enfance ou enfance, dans tous les cas, pour rester toujours conforme et être en préservation vis-à-vis d'eux, parce que quand ça chauffe en plus dans un bâtiment, on sait que les relargages de polluants sont extrêmement importants. Et donc là, on a double crochet de problématiques qui se combinent, je dirais. Ouais. Alors oui, la qualité d'air, on a prévu de mettre des capteurs de CO2 à l'intérieur des salles. Donc ça, voilà. On a un labo aussi protection santé qui va nous faire des mesures ponctuelles sur d'autres polluants éventuellement, mais le CO2 est un bon indicateur. Donc toutes les simulations thermiques, dynamiques, elles ont été faites, y compris en été, avec l'ouverture des fenêtres. Alors une fois des fenêtres au sud et une fois des fenêtres au nord quand vraiment on est en période de canicule. Mais de toute façon, il va falloir renouveler l'air à l'intérieur des salles. Donc on les prendra à l'endroit où elles sont, où l'air est pas chauffé. Enfin voilà. Mais après, ce qu'on a travaillé avec les occupants, c'est qu'actuellement, donc en partie parce que donc trop de luminosité, donc l'écran bug, donc ils ferment les rideaux, donc ils ouvrent très peu les fenêtres en fait. Donc là, on retravaille tout ça pour arriver à avoir un scénario de ventilation qui soit adapté. Par exemple, on a dimensionné les remplacements de fenêtres pour avoir des fenêtres qui peuvent rester ouvertes pendant les récrés pendant 15 minutes. Avec ça, normalement, on arrive à renouveler l'air suffisamment pour éviter les polluants. Après, s'il y a, il y a le capteur de CO2 avec rouge, vert et orange. Enfin, quand c'est rouge, il faut absolument ouvrir. Et le portillon qui sert pour la surventilation nocturne, il peut servir aussi, y compris en été, pour faire un peu de tirage en journée, s'il y a vraiment besoin de renforcer le tirage. À partir du moment où on a deux façades, en traversant, on arrive quand même à organiser du tirage. C'est comme ça qu'on l'a dimensionné. Sinon, il faudra aller faire classe dehors. Non, surtout en fait, quand on ouvre les fenêtres, on a une facilité d'abaisser le niveau de CO2 sur 5 minutes. Ouais. Et après, au bout de 10 minutes, on est déjà reparti dans le cycle où on a des seuils qui vont vraiment. Ça dépend combien de temps on l'a laissé, parce que là, il y a quand même 15 minutes dans les récrés. Donc, en 15 minutes, sans personne à l'intérieur, ça, on redescend quand même, ouais, pendant la classe. Il y a aussi eu un petit point sur lequel j'ai eu cette information. On se retrouve aussi avec des détecteurs de CO2 qu'on fait dans la salle de classe dans le cadre de la Covid. Ouais. Et ça, c'était important. En fin de compte, on a retrouvé énormément de ces détecteurs dans les bureaux des directeurs, parce que les professeurs de même disaient on n'est pas là pour ouvrir les fenêtres tous les 12 à 15 minutes. Et ça perturbait pas mal la classe. Donc, mais c'est pour ça que on est. Alors, il y a des sujets parce que aussi, là, vous voyez, le volet de surventilation nocturne, il permet aussi de pas avoir de limitateur d'ouverture. Donc, ils peuvent ouvrir une des fenêtres en grand sans avoir besoin de vérifier qu'il n'y a pas un risque de chute ou de voilà. Donc ça, on a travaillé avec eux
en se disant que le fait d'avoir des fenêtres où on a des brise-soleil devant, enfin des brise-soleil en bois, des trucs qui sont quand même assez épais, ça peut permettre de laisser des fenêtres. On a mis celle de latérale pour pouvoir laisser éventuellement, tout en intersaison, etc. On peut laisser les fenêtres ouvertes. Depuis la construction de l'école, il y a des immeubles qui ont été construits sur le périphérique, donc il n'y a plus de sujet acoustique. Ils vont pouvoir laisser ouvert toute l'intersaison, éventuellement sans problème de luminosité et sans problème de risque de chute ou de voilà. De toute façon, on va évaluer. Hein. Si ça marche pas, on fera autrement. Non, on a mis les capteurs dehors. On est à 400, ce qui est le taux dans tout Paris, quoi. C'est ouais, voilà. Non, mais donc, on y est, quoi. Ah on prend les règles qui sont là. À 800, ça commence à dire attention, il est orange. Puis à 1000, c'est pas bon. Une dernière question. Moi, j'ai déjà posé une question. Si quelqu'un d'autre veut se poser une question, mademoiselle. Bon. Allez-y. Enfin, j'avais une question de savoir si vous aviez testé les films thermiques là sur les fenêtres. Vous savez qu'il y a des choses peut-être qu'on peut mettre. Les films solaires. Oui. On va retirer ceux qui ont été mis parce qu'ils ont été mis à l'intérieur, sur la fenêtre intérieure, donc là, mauvais. Donc on les retire et on va en mettre, on va tester sur quelques salles. Alors l'avantage, c'est comme toutes les salles sont pareilles, on va tester sur certaines salles des films qui obscurcissent pas trop, et puis on va pouvoir mesurer quoi par rapport. À l'intérieur, non. Si on le met à l'intérieur, donc là c'est sur la fenêtre intérieure à l'intérieur. Alors vraiment ça fonctionne pas et c'est même un peu contre-productif. Bonsoir, j'ai une question sur les projets que vous avez regardés, enfin les autres villes qui ont fait des projets similaires. Quels étaient leurs freins, enfin les obstacles qu'ils ont rencontrés? Sur des villes comme Marseille, Toulouse, peut-être en Espagne aussi. Alors, on n'a pas tout regardé, mais on a eu vraiment un travail un peu approfondi avec la ville de Lyon. Et donc, c'est pas vraiment un frein, mais c'est que la prise en main par les usagers était le travail pour leur permettre de prendre en main les installations était un peu inexistant. Donc du coup, il y avait une différence entre certains enseignants qui se motivaient pour le faire et puis d'autres moins, et puis des choses qu'on peut voilà. Donc il y avait certaines salles où ça marchait bien parce que il y avait quelqu'un qui avait compris la routine et qui était moteur. Alors après, ça monte parce que quand il y a une personne qui arrive et que dans sa salle il fait effectivement plus frais, mais ça met un petit peu plus de temps que si on travaille au préalable avec eux. Donc le principal frein, c'était celui-là. C'était comment on fait alliance. Avant de passer à la suite, je ne sais pas si vous avez aussi quelque chose à ajouter par rapport aux différentes conversations qu'on a eues. Moi, je pense que un des freins principaux, ça va être le déploiement à grande échelle. Parce que l'argent, mais le déploiement à grande échelle, le temps qu'il va falloir pour que toutes les écoles, et donc c'est 650 maternelles élémentaires, 750 avec les collèges, plus toutes les crèches, à l'échelle de Paris, c'est juste phénoménal de se dire qu'une fois que vous aurez trouvé les bonnes solutions et qu'on sait que ça fonctionnera. Oui. Non, bien sûr, mais je trouve que c'est toujours un des freins de se dire qu'il va falloir déployer ça. Et Paris, on a une quantité d'établissements scolaires qui fait que c'est toujours très compliqué. On ne vous entend pas très bien, excusez-moi. Et il va y avoir d'autres modèles, plutôt tests d'autres manières sur d'autres établissements. Donc, est-ce qu'il va y avoir pour tout le monde, est-ce qu'il va y avoir, vu que ça c'est une explantation, d'autres tests qui vont être réalisés? On est tous
on est toujours en train de le faire et on essaye de capitaliser avec aussi ce qui se fait avec d'autres architectes. Voilà, donc nous on est une mission permanente en fait, hein, donc on fait notre truc. Alors juste un truc en Espagne, on avait regardé quand même. Je pense qu'eux ils adaptent les horaires, ce qui est une autre option. C'est vrai. C'est quand même aussi d'en parler peut-être à la fin sur les changements qui sont plus organisationnels. Peut-être parler maintenant d'un deuxième sujet qu'on a déjà commencé un petit peu à évoquer, qui est celui donc de l'environnement proche, donc notamment des cours d'école. Donc Charles de Noesburg du CAE 75. Donc peut-être pour commencer, nous rappeler quels sont les enjeux qui se cachent derrière les cours d'école. On a beaucoup parlé de chaleur, mais ça dépasse évidemment cet enjeu-là. Oui, la cour de récréation quelconque, Oasis ou pas Oasis, c'est quasiment un tiers du temps qui est passé à l'école. Donc c'est un espace qui est quand même très fréquenté par les enfants. Et ça, c'est sans compter les activités périscolaires, les temps d'EPS et autres. Donc c'est vraiment un espace qui mérite d'être mieux travaillé que ce qu'il est jusqu'à présent. Et dans les grands enjeux que peuvent réunir les cours d'école, ça va être des enjeux d'adultes avec la surveillance, la sécurité, le nettoyage, effectivement, l'entretien. Mais par rapport aux enfants, ça porte des enjeux sociaux. C'est un petit microcosme social. Les enfants vont grandir dans cet environnement-là. Ils vont apprendre à se connaître. Il va y avoir des jeux de pouvoir. Il y a des enjeux de genre, de garçons, de relations entre garçons et filles. Donc, en fait, on va aller bien au-delà des questions qui nous préoccupent ce soir sur le changement climatique. C'est vraiment un espace de l'école, un espace de développement des enfants. Et donc de besoins des enfants par rapport à cet espace et à ce qu'ils en attendent. Donc là, on parle de cours Oasis. Je pense que c'est un terme aujourd'hui qui est assez connu, notamment à Paris. Mais peut-être rappeler qu'est-ce qu'une cour Oasis ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Alors, je vais peut-être montrer ça. Une cour Oasis, l'idée, c'est vraiment de transformer l'espace, donc d'aménager la cour, et puis de transformer les pratiques et les usages aussi. Donc c'est bien, il y a quand même un fil conducteur, je pense, sur nos 3 interventions, c'est de se dire que ça peut pas se faire sans les usagers. Une cour Oasis, l'idée, ça va être d'avoir une adaptation au changement climatique, effectivement. C'est un projet qui vient de la stratégie de résilience qui a été votée en 2017. L'objectif, c'était de créer des îlots de fraîcheur, donc de lutter contre le réchauffement climatique. Ça porte des enjeux de désimperméabilisation, de végétalisation, d'ombrage évidemment, et puis de gestion des eaux pluviales. Donc j'aime bien cette photo parce qu'on a 2 écoles qui sont accolées et on a un peu le avant-après. On a la maternelle qui était transformée, l'élémentaire pas encore. Ça montre bien ce vers quoi on essaye de tendre et tous les enjeux que porte la cour Oasis. Donc effectivement, végétaliser pour renforcer la biodiversité, ça c'est vraiment la cour Oasis, accroître la biodiversité parisienne aujourd'hui, remettre les enfants en contact avec cette nature aussi. Donc on a une nature qui est sauvage, à proximité, qui se développe aussi par elle-même. Une cour Oasis, c'est aussi une variété des sols, donc on va modifier les sols pour modifier les usages. Il n'y a pas de sol magique évidemment, mais voilà, on va faire appel à une grande diversité de sols, de bois notamment, donc faire appel plutôt à des matériaux qui sont biosourcés, au réemploi quand on y arrive, parce que là on a des vrais freins, mais j'anticipe un peu. C'est aussi d'ombrager, donc la mise en place de beaucoup de pergolas, de plantation d'arbres nouveaux. Là on est au collège Montgolfier, il y a eu pas mal d'arbres qui ont été plantés, l'installation du pergola en bois. Donc c'est vraiment amener des ouvrages d'aménagement comme ça qui vont permettre de créer de l'ombre quand on en a besoin. La gestion de l'eau, avec faire réapparaître l'eau dans les cours d'école, la rendre ludique, faire prendre conscience aux enfants de l'importance de l'eau et de son chemin. On doit répondre aux objectifs du plan Paris-Pluie avec le nouveau zonage pluvial qui est en train d'être mis à jour. Voilà, donc tout le traitement de la gestion des eaux pluviales dans les cours d'école, évidemment, ça fait partie de ce qu'est une cour Oasis. Et puis peut-être ce que c'est aussi des espaces qui sont riches, qui sont intéressants pour les enfants, qui vont accroître leur bien-être. L'idée, c'est vraiment de leur donner un espace différent de ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, de pouvoir permettre l'école du dehors, mais ça, on en parlera juste après, d'avoir des usages qui soient repensés, d'avoir une cour qui soit plus ludique, qui soit inclusive, avec des jeux qui sont ramenés dans les écoles élémentaires. Donc voilà, une cour Oasis, c'est beaucoup de choses.
Vous l'avez dit, hein, c'est arrivé avec la stratégie résilience de 2017. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur l'histoire de ce projet, mais aussi de ce concept de cours Oasis? Alors du coup, la stratégie de résilience est votée en juillet 2017, il me semble, et donc à partir de 2018, il y a vraiment une mise en application des grandes actions qui composent cette stratégie de résilience. L'une d'elles, c'est donc de créer des cours Oasis pour faire des îlots de fraîcheur, et à partir de là, la ville de Paris va donc mettre en place 3 sites pilotes. C'est le tout début. Il y a 3 écoles qui sont choisies pour être transformées, et donc voilà, il va y avoir les premières expérimentations avec les grands enjeux que je viens de vous brosser rapidement, mais avec des réponses qui vont être très techniques à ce moment-là, qui vont peu prendre en compte la modification des usages, et ça va effectivement être un des volets de l'évolution que vont comporter ces cours Oasis depuis 2018. Mais voilà, il va y avoir un déploiement ensuite qui va être assez rapide, puisqu'on va passer de 3 cours à l'été de 2019 à 10 cours au moins l'année d'après, et puis aujourd'hui je crois qu'on était à 45 cours cet été. On redescend un petit peu sur les prochaines programmations parce que c'était trop, mais voilà, il y a une capacité à peu près de 35 cours qui est réalisable par la ville de Paris. C'est en grande partie fait en interne par les sections locales d'architecture. Donc on est vraiment sur de la maîtrise d'œuvre interne, de la maîtrise d'ouvrage déléguée aussi aux sections locales d'architecture. Donc c'est un projet qui est vraiment développé avec beaucoup d'évolutions, beaucoup de grands virages qui ont été pris depuis le tout début. Mais voilà, un déploiement qui est quand même à grande échelle. J'anticipe un peu, mais aujourd'hui on est du coup à 201 cours d'école Oasis. Il y a des cours de crèche qui ont été créés en plus de ça, donc ça les comptabilise pas là dans mes 201. On voit qu'il y a quand même une répartition sur le territoire qui est assez homogène, même si on a un peu des trous dans la raquette, mais ça arrive. Il y a une cour d'école dans le 16e qui a été créée l'année dernière, donc voilà, on a des arrondissements qui vont un peu moins vite que d'autres, mais on en a d'autres qui ont déjà quasiment traité toutes les cours de leur arrondissement, donc voilà, c'est un projet qui va très vite en fait, et avec peu de recul finalement aussi, on s'accorde peu de recul sur ce qui est mis en place et comment ça vit quelques années après. Et pour élaborer ces cours, vous avez dit, hein, il y a beaucoup d'enjeux aussi sociaux, que les usagers sont au cœur. Quelle méthode est-ce que vous employez pour faire quelque chose qui puisse répondre à l'ensemble des nombreux objectifs que vous avez évoqués précédemment? Ça rejoint un peu ce que disait Nathalie juste avant. L'idée, c'est quand même de partir des usagers. Donc, dans tous les projets de cours Oasis, il y a une association des communautés pédagogiques au sens très large, des enfants, des enseignants, du périscolaire évidemment, puisqu'ils ont beaucoup de temps aussi passé dans la cour, des parents d'élèves. Je le disais juste avant, c'est vraiment un changement de pratique. On n'est pas juste sur un aménagement, donc il va falloir embarquer tout ce monde-là pour changer la façon de vivre la cour de récréation, de la surveiller, de l'entretenir. Et donc la méthode, c'est de partir de ces besoins et de ces envies de l'école pour ensuite les matérialiser avec toutes les contraintes qu'on va avoir, les contraintes budgétaires, les contraintes techniques, de structure de sol, de pollution, etc., qui vont venir se superposer. Mais on a vraiment voilà une réflexion qui part de ce dont les enfants ont besoin et envie, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on a 201 cours Oasis et elles sont toutes différentes. Il y a eu à une époque dans l'évolution de ce projet la volonté, évidemment, c'est pour ça que je parlais de l'échelle tout à l'heure, de pouvoir le déployer en faisant des copier-coller, en se disant est-ce qu'on peut pas trouver quand même des choses qui sont reproductibles plus vite, plus rapidement. En fait, on n'y arrive pas parce que chaque école est différente. On a un bâti parisien qui est très différent. Toutes les cours ont des superficies différentes. On a des bâtiments aussi qui sont d'époques différentes. Donc tout ça ne peut pas être reproduit aussi vite qu'on le voudrait ou qu'on le pourrait. Et donc voilà, on s'adapte à chaque petit recoin, à chaque petite particularité d'école, en essayant de déceler les potentiels de chaque cours, en se disant ah bah là il y a un arbre immense qui occupe le centre de la cour. C'est vu comme une contrainte pour le professeur de PS. Par contre, c'est un atout génial pour créer une cour Oasis. On va pouvoir créer une centralité, mettre en avant cet arbre majestueux. Donc voilà, on va essayer de se nourrir du potentiel de chaque petite marche qui est exploitée par les élèves et de la transformer en autre chose pour que le projet réponde au mieux à l'organisation et à l'usage de l'école, en gardant toujours en tête que les équipes changent aussi et qu'une équipe qui est très ambitieuse à un moment peut être remplacée par une équipe qui le sera moins et qui, encore une fois, va avoir du mal à se réapproprier certains éléments. Donc on a besoin aussi d'avoir du côté de la ville de Paris un accompagnement très fort, notamment de la direction des affaires scolaires, pour que ce projet soit porté dans la durée dans chaque établissement où une cour Oasis est créée.
Et vous avez aussi parlé des différents virages qu'avait pu avoir évidemment en 7-8 ans ce projet. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu évoluer, que ce soit sur votre méthode ou sur les choix d'aménagement qui ont été faits, si on compare les premières courvoisies peut-être avec celles qui sortent ces dernières années? Alors oui, il y a plusieurs virages. Le premier, c'était effectivement de sortir de la réponse très technique en disant il faut infiltrer les eaux de pluie, donc on va mettre un sol drainant partout, un béton drainant, mais surtout on met un béton comme ça reste un sol dur et on change pas les usages. On part des usages, on part de ce qu'on peut modifier pour accroître notamment le bien-être des enfants, et en changeant ça en premier lieu, on va répondre à nos enjeux de changement climatique. Donc déjà, le paradigme il a changé puisqu'on est sorti de notre objectif technique de changement climatique et on s'est dirigé vers le bien-être des enfants. Ça a été le premier grand virage. Un autre virage, et j'ai envie de dire que celui-là, il n'est pas propre à la ville de Paris, mais il est plutôt national, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui est fait sur le fait que, effectivement, les espaces de cours de récréation qu'on a aujourd'hui partout en France ne correspondent pas à ce qu'on en attend pour nos enfants. Et j'ai vraiment, moi, vu et vécu la transition entre mais pourquoi vous voulez changer les choses, ça fonctionne très bien, nous, on n'a pas envie de faire autrement, on est d'accord pour faire autrement et on va discuter de comment on le fait. Et ça fait du bien parce qu'on se dit que ça y est, on a changé d'époque, on va vers autre chose. Donc ce virage-là, je le trouve très très important. Et voilà, il y a un consensus un peu national sur le fait de se dire qu'on peut faire différemment. Une des évolutions qu'on entame, mais difficilement, c'est sur la frugalité des projets. C'est-à-dire que je pense qu'on a eu besoin de développer une phase de projet avec des projets qui étaient très ambitieux, qui sont très onéreux aussi, avec des réflexions totales de cours. On refaisait tout dans la cour, y compris les sols qui étaient peut-être quand même en bon état, etc. Aujourd'hui, d'un point de vue financier et puis d'un point de vue écologique aussi, on arrive, parce que le projet a maintenant une grande acceptation, à revenir un peu en arrière et à se reposer la question de comment on fait moins, mais tout aussi bien. Comment on fait en faisant plus de réemploi de matériaux in situ, comment on réemploie les jeux en maternelle notamment, où il y a des jeux multicolores, etc., où au début on voulait plus les voir parce qu'on en avait marre, on voulait que des jeux en bois. Maintenant on arrive à faire réaccepter le fait que finalement le jeu préexistant, il était très bien, il répond très bien aux usages, et donc on va juste le placer différemment sur un autre sol, etc., et ça va très bien fonctionner. Donc on est en train d'entamer cette phase, on a déjà commencé à avancer, mais évidemment on n'est pas au bout. Et puis on espère tendre vers des cours qui seront aussi faits de manière plus collective. Aujourd'hui on a des processus, et ça c'est aussi la ville de Paris qui veut ça, mais avec des gros outils juridiques, avec des marchés qui sont très conséquents. On essaye aussi de se dire que peut-être on va tendre vers des projets qui seront plus locaux, faits avec plus de force vive de l'école elle-même, du coup avec une motivation forcément de l'école qui est décuplée par rapport à ce qu'on peut avoir certaines fois aujourd'hui. Et donc voilà, d'essayer de se reposer de tendre vers vraiment des forces plus frugales, la motivation des parents d'élèves. On a déjà fait des phases de chantier participatif et on voit qu'en fait ça crée vraiment beaucoup de dynamisme autour du projet. Donc voilà, on espère qu'on va réussir à tendre vers ça, plus de réemploi des matériaux, j'ai déjà dit. Et puis il y a aussi ce qui a un lien aussi avec ce que vous travaillez, Nathalie, c'est de penser la rénovation globale des projets d'école notamment, et de se dire que la courvoisie c'est pas juste quelque chose qu'on vient faire de manière anecdotique par rapport à tout le reste du bâtiment, mais de le penser vraiment dans son ensemble et de traiter autant la rénovation thermique que la courvoisie, que le programme fonctionnel, donc de traiter tout ça en même temps, et pour se dire que voilà, on arrive à avoir un bâtiment en environnement scolaire qui répond à tous les enjeux aujourd'hui, et pas juste soit dedans soit dehors, parce que ça c'est dur aussi pour les équipes pédagogiques de s'entendre dire oui non désolé, le budget aujourd'hui il est vraiment que pour le dehors et pas pour le dedans. Voilà, j'ai un peu dérivé sur les grandes évolutions, mais c'est les grandes évolutions à venir aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi dans la salle par rapport à ces transformations des cours d'école. J'avais mis quelques avant-après parce qu'on aime bien les avant-après. Ah oui. D'accord, merci. Et avez-vous constaté dans les cours Oasis un changement par rapport aux moustiques tigres? Est-ce que ça a un impact? Je veux dire, est-ce qu'il y en a plus? Je pense pas que ça a été mesuré. Est-ce qu'il y en a plus? J'ai pas eu de remontée sur le fait qu'il y en ait plus qui soient signalés. En fait,
peut-être que les courroies elles permettent au contraire d'en avoir moins si on considère que le moustique tigre il va plutôt s'établir dans les coupelles. Donc dans une accumulation en fait de pots pour végétaliser un espace, et typiquement avant que la courroisie se fasse, c'est ce qu'on trouve dans les cours d'école, on va avoir une accumulation de petits pots qui vont être mis par le gardien ou la gardienne, par les enfants pour du jardinage pédagogique. Donc c'est souvent dans les coupelles en fait des pots que le moustique va se développer. Finalement, comme la végétalisation dans les courroiesies c'est plutôt en pleine terre, ça va pas être favorable au développement des moustiques tigres. Dès qu'on va traiter la gestion de l'eau avec des petites rivières pédagogiques, des choses comme ça, c'est une eau qui est en mouvement, donc qui stagne pas. Et puis après, on peut aller dans certaines écoles jusqu'à des ouvrages carrément de mares. Et donc là, si l'écosystème il est bien créé, il va pas favoriser le moustique tigre, mais au contraire, il va développer l'écosystème pour lutter contre l'invasion des moustiques tigres. Donc, de mon côté, rien à signaler. Il faudrait voir avec la direction de la santé parisienne s'ils ont pu relever des choses. Oui, ça pour compléter, bon, j'ai pas non plus de mesure, mais sur, là c'est un peu plus théorique. Oui, comme vous l'avez dit, hein, les moustiques tigres, ça aime les eaux stagnantes. Si une courroisie, comme vous l'avez dit, l'idée c'est aussi de s'intégrer par exemple dans le plan Paris-Pluie. Donc pour tout le monde, hein, on essaye de plus en plus de promouvoir une gestion de l'eau de pluie à la source, au plus près de là où elle tombe, en faisant en sorte qu'elle puisse s'infiltrer, irriguer les végétaux, puis s'évaporer, qui est en fait un système qui limite les eaux stagnantes par rapport au système qu'on a actuellement, alors avec un sol qui va être imperméable, donc même s'il y a une grosse pluie, potentiellement oui, voilà, on a un bon exemple ici. Et aussi même dans les avaloirs, il y a de l'eau qui peut être stagnante, qu'on ne voit pas parce qu'elle est pas en surface, mais dans les bouches d'égout. Et là aussi, on sait que c'est un des lieux où les moustiques peuvent proliférer. Donc si on pense aussi bien sa cour, en pensant bien la gestion de l'eau pour faire en sorte que l'eau ruisselle, ne reste pas immobile comme ça, mais abreuve de la terre, a priori, il n'y a pas de raison que ça facilite la prolifération des moustiques tigres. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question un peu sécuritaire. Là, quand on voit sur la photo, on voit que sur l'école avec le béton, il y a une grande visibilité. Est-ce que vous avez un retour sur est-ce que ça crée de l'emploi parce qu'il faut plus de surveillants pour regarder les enfants ou des choses comme ça? Ça m'a intriguée un peu. Alors non, créer de l'emploi pour surveiller les enfants, c'est pas trop la dynamique actuelle. Hein. On manque plutôt on manque de personnel pour remplir les emplois qui sont déjà existants. Donc non, plus de surveillance, non. Par contre, effectivement, c'est un travail qu'il faut faire avec l'école quand on développe le projet, de se poser la question de la surveillance. Donc il y a des écoles qui sont très très réfractaires au fait d'avoir des endroits de cachette où ils vont pas pouvoir voir directement les enfants. Il y en a d'autres pour qui ça pose pas de problème parce que se dire qu'il y a une surveillance qui est mobile, où l'adulte va se déplacer dans la cour d'école et ne va pas rester sur un banc statique, ça pose pas de problème. Donc je dirais que c'est vraiment dépendant des écoles. Après, on a plein de petites techniques, c'est-à-dire que les enfants, leur première demande, ça va être de se cacher. Hein. Ça, c'est un des premiers besoins des enfants, et ce qu'on comprend, parce qu'en fait, ils sont toujours sous la surveillance des adultes, en permanence. Donc, vouloir se mettre à l'abri de ce regard qui est tout le temps là, c'est normal. Mais du coup, on va pouvoir créer des espaces qui sont pas complètement clos, des petites cabanes qui sont quand même ajourées, des bardages bois qui sont ajourés. Donc pour un adulte, on va pouvoir voir ce qui se passe à travers, et pour l'enfant, on va avoir ce sentiment d'intériorité et du coup de pas être en pleine visibilité de surveillance. Donc voilà, on travaille un peu ces perméabilités visuelles en essayant quand même de créer des petits espaces d'intimité pour les enfants, même si on n'est pas dans l'intimité parfaite. Voilà, mais non, pas plus de postes de surveillance évidemment. Est-ce que vous avez subi des sécheresses sur les plantes qui poussent, ou est-ce qu'elles ont bien tenu? Et là encore, ça dépend beaucoup des écoles. Et bizarrement, c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Évidemment, dans tout grand projet, il y a des petits aléas. Donc, il y a aujourd'hui pas mal de cours qui bénéficient d'un arrosage automatique. Ça a été une des grandes demandes dans l'évolution des projets, par exemple, d'avoir l'arrosage automatique de manière systématique. Ça permet effectivement de pallier à ces événements de sécheresse. Malheureusement, des fois, l'arrosage automatique est mis en place, mais pas mis en route. Voilà, il y a un facteur humain dans l'histoire, donc quand il est pas mis en route, évidemment il y a des plantes qui peuvent mourir à cause de ça. A contrario, on a des cours qui n'ont pas d'arrosage automatique et où tout pousse très bien. En fait, la survie d'une plante face à la sécheresse, elle est pas liée uniquement à son arrosage, elle est liée au paillage, à la qualité de la terre, à ce qui va se trouver autour, à la palette végétale qui a été choisie. Et donc nous on essaye d'insister un maximum pour que évidemment ça soit pas que l'arrosage automatique qui soit mis de façon systématique comme garant de la pérennité de
la plante. Et qu'au contraire, surtout, on fasse très attention à la qualité de la terre, qu'elle soit pas trop argileuse, parce que sinon elle va sécher, craqueler et effectivement tuer toutes les plantes en été. Qu'il y ait un paillage systématique qui soit fait avant l'hiver, avant l'été, pour pas qu'il y ait de gel et pas qu'il y ait de sécheresse, qu'on garde l'humidité de la terre existante, qu'il y ait un maximum de végétation en pleine terre et moins en jardinière hors sol, qu'il y ait des fosses continues, des espaces de pleine terre les plus grands possibles et non pas des petites installations isolées les unes des autres. Voilà, tout ça, ça va vraiment promouvoir une capacité de résilience des plantes face à la sécheresse. Et donc on mise pas tout sur l'arrosage. Après, on essaye quand même de se dire que l'arrosage automatique, il est pas forcément obligatoire. Il faut se boucher les oreilles du côté de la ville de Paris parce que c'est pas ce qui porte, mais nous, on y croit quand même avec les exemples qui n'ont pas d'arrosage et qui poussent très bien. Et parce que le facteur humain, encore une fois, il est là et qu'en fait, il y a des écoles qui savent très bien s'organiser, mettre à disposition des arrosoirs pour que les enfants arrosent à toutes les récréations et notamment quand il fait très chaud. Au passage, ils s'arrosent un peu eux-mêmes et tant mieux pour eux. Donc voilà, il y a aussi toute une gestion et de l'entretien qui est partagée. Et c'est aussi ce qu'on essaye de se dire aujourd'hui, c'est que la cour, c'est pas juste une partie d'un équipement public dont la gestion revient à son propriétaire, donc la ville de Paris, mais que c'est vraiment un espace commun, comme la salle de classe de chaque enseignant où il va pouvoir afficher ce qu'il veut, etc. C'est un espace commun où l'entretien doit être partagé, y compris l'entretien des plantes, donc avec un arrosage qui peut se faire par tout le monde quand c'est nécessaire d'être accru, notamment en période de sécheresse. Et sur l'été, si je peux, l'été, les parents peuvent prendre le relais. Et c'est aussi une occasion de faire participer aussi les parents l'été, lorsque les écoles ne sont pas forcément en centre de loisirs. On peut les laisser entrer et venir arroser et prendre soin de notre lien commun que sont les écoles. Voilà, donc ça c'est... Tous les arrondissements n'acceptent peut-être pas de le faire, mais Paris Centre, c'est super, permet de le faire. Il y a des conventions effectivement qui peuvent être passées avec des parents. Et puis il y a des brigades d'arrosage aussi qui ont été créées dans certaines écoles pour aller arroser d'autres écoles où il n'y a pas de centre de loisirs, effectivement, par exemple, avec un petit tour des écoles qui accueillent le centre de loisirs. Bonsoir. Ma question, c'était, j'imagine que les cours d'école ont été sélectionnés avec des critères bien spécifiques, donc j'imagine qu'il y avait aussi une question de confort thermique. Est-ce que vous avez fait des études thermiques en amont et en aval pour voir un peu les bénéfices que pouvaient mettre en œuvre justement ces types de cours d'école? Dans certains cas, bien évidemment, pas dans tous, j'imagine, mais un petit peu comme Madame. Alors ça a été fait dans le cadre d'un projet européen, puisque entre 2019 et 2023, je crois, j'ai perdu la notion du temps, mais on a pu bénéficier, la ville de Paris, les partenaires, le CIE dont je fais partie, d'un financement européen qui a permis de développer 10 cours Oasis dans 10 sites un peu pilotes de nouveau, même s'il y avait déjà eu plusieurs dizaines de cours Oasis, mais pour pousser vraiment l'accompagnement au maximum. Et sur ces 10 sites, on était accompagnés effectivement par des laboratoires de recherche, et notamment le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui a pu positionner des stations météo à l'extérieur des écoles, à l'intérieur, et faire des relevés météorologiques et climatiques sur plusieurs années. Donc ils ont les données, ils sont encore en train de les traiter, parce que c'est énormément de données. Ce qui est un petit peu compliqué pour eux, c'est qu'en fait, ça n'a pas forcément été des étés très représentatifs. Je crois que l'été précédent où ils ont fait avant les travaux, c'était pas des températures extrêmes et on n'a pas eu de grosse canicule, donc malheureusement c'est pas forcément représentatif. Et ils ont compilé ça avec notamment une étude sur le comportement thermoclimatique des matériaux de sol, parce qu'en fait il y a aussi beaucoup ça qui participe. Il y a l'évapotranspiration des végétaux, mais il y a aussi les matériaux qui sont mis en place. Donc ils couplent ces deux études là. Et aujourd'hui ils sont pas capables de nous dire s'il y a eu un gain en termes de température. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est plutôt les retours de terrain, c'est qu'il y a un gain, non pas de température ambiante, mais un gain en termes de température ressentie, c'est ce que disait Nathalie, et donc de stress thermique. En fait, c'est comme l'effet des brasseurs d'air. On descend pas la température, et pourtant on a l'impression qu'il fait moins chaud. Voilà, dès qu'on va être avec plus de végétation, dans des espaces qui sont plus ombragés, etc., même si la température ne descend pas, on s'y sent mieux et on a un ressenti qui est meilleur. Donc voilà, on espère que le laboratoire va finir par nous sortir des chiffres qu'on pourra utiliser, qu'ils soient bons ou mauvais, mais c'est un peu compliqué. Et donc la ville de Paris voulait refaire des mesures climatiques avec des stations mobiles cette fois, dans des cours qui sont côte à côte. Donc je crois que ça n'a pas encore été lancé, mais l'idée c'était de pouvoir relever les températures, comme sur la première photo que je montrais, où il y a une cour transformée, une autre pas transformée, pour voir s'il y avait des différences de température notables.
Juste pour compléter la référence, parce qu'on a aussi pas mal travaillé avec le lead, et aussi avec Charlotte, notamment pour un guide vous pourrez aussi retrouver à la sortie sur les choix des revêtements de sol. Où en effet, alors il y a à ce jour, il y a quand même une thèse qui a été sortie avec déjà quelques premiers chiffres. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez un peu fouiller pour aller voir un peu ces premières mesures. Et en effet, ouais, ils ont rencontré un été qui était pas très chaud, mais qui permettait quand même d'avoir des enseignements intéressants, notamment en ressenti. C'était surtout aussi l'ombrage qui permettait vraiment d'avoir une température ressentie beaucoup plus faible si vous êtes protégé des rayons directs du soleil. Un enseignement aussi intéressant qui a pu aussi aiguiller les choix d'aménagement par la suite, c'était que les premières courbes, des fois, les revêtements étaient extrêmement clairs, en se disant que ce qui est vrai, hein, qu'on réduit comme ça la température de surface en réfléchissant bien les rayons du soleil vers le ciel. Malheureusement, ce qu'a permis aussi de se rendre compte, ces premières mesures qui ont été faites par le LEED, c'est que si vous avez des enfants en plein soleil au-dessus de ces revêtements, le rayonnement solaire aussi pouvait leur arriver dessus, et donc prendre le soleil par le dessus et par le bas, et donc avoir dans certains cas potentiellement aussi une dégradation du confort thermique. Donc vous pouvez voir aussi un peu plus d'informations dans le guide qu'on a publié, mais en effet, hein, lorsqu'on avait des zones bien ombragées, bien végétalisées, là t'es gain aussi de plusieurs degrés en termes de confort. Bonsoir. Il me semble que les cours que l'on voit à gauche à l'écran sont d'ailleurs toujours vecteurs d'inégalité de genre. Je voulais savoir si vous avez été en mesure de constater ou de faire un suivi sur l'évolution de ces rapports au sein des cours d'école entre les enfants entre eux. Ouais, alors le premier état des lieux, il se fait au moment du diagnostic. On travaille avec les enfants et où effectivement ils vont eux-mêmes faire le diagnostic de comment ils se répartissent dans la cour, comment ils se positionnent eux en tant que garçons ou filles, avec qui ils jouent, dans quelle partie de la cour. Et c'est ce que dit tout le monde aujourd'hui, mais effectivement il y a un premier état des lieux qui est souvent celui quand en tout cas les jeux de ballon sont autorisés. Il y a 90% de la cour qui a été occupée par les jeux de ballon au milieu, au centre, et puis du coup c'est souvent des garçons qui occupent cet espace, et puis le reste des élèves qui est sur le pourtour, dans les sanitaires aussi parce que c'est un lieu de repli. On a aussi souvent des retours d'enfants qui vont nous dire qu'ils ont peur de traverser la cour s'il y a des ballons. Donc ça c'est le premier état des lieux qui pose vraiment l'inégalité de genre, parce qu'en plus évidemment dans ces parties de jeux de ballon, que ça soit du foot ou autre chose, souvent les filles sont moins admises, donc ça pose vraiment la base de l'inégalité d'occupation de l'espace. C'est un des vrais axes de travail de la cour Oasis, de se dire on est obligé de garder un terrain de sport parce qu'on en a besoin pour la pratique de l'EPS notamment, pour les grands jeux, etc. Mais on va le désaxer. On va essayer de moins le garder au centre. On va le remettre, mais plus au milieu de la cour. On va réétudier les flux des enfants pour que du préau jusqu'au sanitaire de cour, par exemple, ils aient pas forcément à traverser cet espace qui est quand même assez contraignant pour eux. Et finalement, on se rend compte que c'est aussi l'occasion pour l'école de se reposer la question de la légitimité de ces jeux de ballon. Et finalement, voilà, le grand changement fait qu'ils vont pouvoir les supprimer de la cour ou les proposer sur des temps très particuliers, ou en tout cas amoindrir ces temps de jeu de ballon. Ensuite, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va travailler avec les enfants, donc ils vont nous proposer des projets, et on travaille souvent avec un groupe ambassadeur qui a une bonne représentation de l'école, donc des petits, des grands, des filles, des garçons, et donc forcément avec la défense de certains éléments, notamment le terrain de foot, auquel certains tiennent très très fermement, et on va créer du débat entre les enfants, pour qu'ils débattent entre eux de l'intérêt de garder, de réduire, de déplacer ces espaces qui sont dédiés au sport et donc plutôt à caractère masculin. Et c'est d'eux-mêmes en fait qui vont négocier l'espace, qui s'accordent les uns aux autres. Donc ça c'est aussi hyper intéressant parce que c'est pas nous qui leur proposons une répartition, c'est eux qui vont la travailler. Et puis après, quand les travaux sont faits et quand les cours sont transformés, on a souvent un retour qui est effectivement positif, avec au contraire une surprise de la part des équipes encadrantes, parce que des enfants qui jouaient beaucoup au ballon avant, si les jeux de ballon sont toujours permis, finalement ils vont un peu s'en détacher, ils vont aller jouer sur d'autres choses, à d'autres jeux, sur d'autres structures, parce qu'en fait avant ils avaient rien d'autre à faire, et qu'aujourd'hui, comme c'est des cours qui proposent plein de choses, de grimper, de courir, de glisser, de creuser, de manipuler, etc., en fait ils développent d'autres centres d'intérêt, et ça va créer des jeux qui sont plus mixtes, ça va mieux répartir les enfants dans la cour de récréation. On n'a plus ce pourtour qui concentre beaucoup plus d'enfants et un centre un peu vide, et donc moins de conflits aussi, que ça soit des conflits de genre ou des conflits tout court, mais on peut vraiment avoir une transformation de ce qu'est la récréation sous cet angle-là. Merci beaucoup. On va passer au dernier sujet. Si on a un peu de temps à la fin, on pourrait aussi continuer à poser des questions sur ce qu'on a déjà évoqué, mais pour avoir eu le temps de tout traiter.
On peut dire aussi que le CE75 met beaucoup de ressources aussi à disposition sur ces sujets-là, avec beaucoup de guides. Donc n'hésitez pas aussi à y jeter un œil si vous voulez creuser ce sujet-là. Et on sait c'est une ressource très précieuse pour nous derrière pour pouvoir travailler sur l'adaptation notamment des cours d'école. Et je vais donner la parole donc à mon dernier intervenant, donc Alexandre Ribaud. Vous êtes à la fois enseignant et aussi missionné par l'Académie de Paris, notamment au cours autour de la question de faire l'école dehors. Mais peut-être avant de parler de ça spécifiquement, comme je l'ai dit en introduction, on a eu un été qui a été particulièrement chaud et avec une canicule qui est intervenue pendant la période de temps scolaire. Est-ce que vous pouvez donner un petit témoignage aussi sur comment est-ce que vous avez vécu, vous et vos élèves, cette fin du mois de juin 2025 qui était particulièrement chaud? Alors, déjà, pendant cette période de fin juin, je me souviens très bien, j'ai été assez frappé par... on a vu des extraits de la presse tout à l'heure. Il n'y avait absolument aucune allusion dans la presse à la classe dehors. C'est-à-dire qu'on cherchait des solutions, mais personne n'a pensé à la classe dehors et au fait d'aller dans les sous-bois, par exemple. Voilà. Et nous, c'était la situation que nous étions en train de vivre, puisque donc on a créé avec la ville de Paris et l'Académie, depuis 1 an et demi, une école dehors, qui est concrètement un square dans le 18e, dans lequel je suis tous les jours, et j'accueille toutes les semaines une classe différente. Donc l'enseignant vient avec sa classe pour se former à la pratique de la classe dehors. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est qu'au bout de 3 jours, en fait, il reste 3 jours sur place, lundi, mardi, jeudi. Au bout de 3 jours, l'enseignant se dise bon, ok, c'est sympa la classe dehors, on a pu travailler, on était bien, et je continuerai dans un square à côté de mon école. Voilà, c'est cette initiative que j'ai proposée à la ville de Paris il y a quelques années, qu'on a ouvert en janvier 2024. Donc pendant ce mois de juin, j'accueillais des classes, effectivement, dans ce lieu. Il faisait chaud, mais on était quand même à l'ombre, dans un espace qui ressemble à un square parisien, mais un peu plus sauvage, donc dans un sous-bois. Donc je pense qu'on a moins souffert. Après, j'étais pas dans les classes, j'ai pas pu moi-même comparer, mais voilà, de ma petite expérience, on a moins souffert. On allait boire régulièrement, on avait une fontaine et on a passé plutôt un moment agréable, quoi. Et comment vous est venue cette idée de faire cours dehors, parce que vous aussi fait partie un peu des pionniers de cette démarche-là? Alors non, j'ai rien inventé. La classe dehors existe depuis bien plus longtemps que moi, et je pense que ça a toujours existé dans des pratiques alternatives depuis que l'école existe. Peut-être qu'elle avait un peu disparu en France, peut-être qu'elle avait beaucoup disparu à Paris. Et moi, j'ai lu un livre en 2019, durant l'été 2019, qui s'appelle un livre écrit par Moïna Fauché de la Ville, L'enfant dans la nature. Et en lisant cet ouvrage, j'ai eu une sorte de déclic. J'ai compris que, un peu à contrario de notre débat, que finalement la classe dehors, la pratique de la classe dehors, c'était pas une pratique uniquement à vocation environnementale, écologique, mais un besoin essentiel de l'enfant d'être dehors et d'être en mouvement. Voilà. Et plus j'avance dans ma pratique, plus vraiment je réalise ça. Donc moi-même ayant des enfants, j'ai pu constater qu'ils n'avaient pas la même enfance que celle que j'ai pourtant eue dans le centre de Paris, où j'étais dehors très souvent après l'école. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. J'avais une classe de petits moyens à l'époque dans le 19e arrondissement. Donc fin septembre 2019, je suis parti avec ma classe tous les jeudis au parc de la Villette, et j'ai vu tout de suite des effets sur les élèves, mais vraiment immédiats, des effets sur le langage, des élèves qui se mettent à parler, des effets sur le bien-être, des effets sur une cohésion de classe, des enfants qui jouent jamais ensemble en récré, qui se mettent à jouer ensemble, des effets sur des apprentissages où on voit que la nature en fait nous propose plein de choses, des choses très académiques, parce qu'il y a une idée assez fausse qui circule sur la classe dehors. C'est normal, il faut aussi l'expliquer. Beaucoup pensent que la classe dehors, ça va être l'étude de la nature. La classe dehors, ça va être, on va faire la course aux escargots, on va fabriquer des nichoirs, etc. Et la classe dehors, ce n'est pas que ça, et loin de là. La classe dehors, c'est souvent des pratiques d'enseignants qui sortent et qui font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils font leur pratique de classe dehors. Et ils commencent comme ça. Ils vont faire des dictées dehors, ils vont faire la vie de classe ou le conseil des enfants, des moments de récitation de poésie. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait dedans qu'on pourrait très bien faire dehors. Et commencer comme ça, c'est souvent une bonne manière de se lancer. Parce qu'on fait ce qu'on sait faire, on avance dans le programme et l'élève, il connaît aussi ce qu'on va lui proposer. Du coup, j'ai oublié les questions parce que j'ai un esprit d'escalier, donc voilà. Je pense que vous avez répondu, c'est sur comment vous est venue cette idée-là. Voilà, donc voilà, je me suis lancé en septembre 2019 et j'ai vu tout de suite des bienfaits, donc j'ai continué. Et puis cette pratique s'est répandue. Voilà, et puis à un moment donné, il y a eu la visite de Madame la maire qui est venue voir en 2021, je crois, ces élèves qui jouaient dans le square, en fait, parce que concrètement, on faisait aussi beaucoup de jeux libres, parce que dans ma pratique pédagogique, je crois aussi beaucoup aux jeux libres, bref.
Et à la maire de Paris, j'ai dit, je pense qu'il faudrait créer vraiment une école pour aider ces enseignants qui n'osent pas se lancer tout seuls. J'en avais croisé plein qui se lançaient et d'autres qui hésitaient. Et je dis, s'ils étaient accompagnés par un enseignant dans un square pendant quelques jours, je pense que ça les aiderait. Donc la maire de Paris a évidemment tout de suite accepté cette idée. On a trouvé un lieu grâce au maire du 18e dans le 18e arrondissement et on a ouvert cette école dehors il y a 1 an et demi. Et voilà, du coup, ma vie, c'est beaucoup dans ce square, à accueillir des classes et beaucoup dans d'autres écoles à intervenir les 2 jours qui me restent pour essayer d'inciter les enseignants ou leur donner des clés pour se lancer. Oui. Et les enseignants ont souvent besoin juste d'une clé pour se lancer. Je veux dire, après, une fois qu'ils sont lancés, ils ne me rappellent pas. Hein. C'est justement ma question. Hein. Qu'est-ce que aussi vous mettez en œuvre maintenant, au-delà de l'école dehors que vous animez, pour promouvoir cette pratique, peut-être faire en sorte qu'il y ait d'autres écoles de ce type qui puissent naître sur le territoire? Alors, l'idée de la ville de Paris, c'est surtout de garder un lieu un peu central qui est l'école où je suis. Et puis, on commence à essayer de la dupliquer dans quelques autres squares. On l'a fait dans le 13e, de manière un peu plus light, on va dire. C'est-à-dire qu'on a choisi un square, un endroit d'un square, et dont on se dit, voilà, ça va être une zone ouverte à la classe dehors. Alors, la plupart des enseignants qui font classe dehors à Paris, ils sont 300 aujourd'hui à faire classe dehors à Paris, donc il y a 300 enseignants qui sortent toutes les semaines avec leurs élèves. La plupart d'entre eux n'ont pas besoin d'un espace dédié classe dehors, mais certains ont quand même besoin d'un espace pour se rassurer. Donc, par exemple, dans le 13e, dans un square, le square Paul Nizan, on a aménagé un lieu classe dehors. Alors, c'est très simple, hein, et pour un coût quand même très réduit. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis un cercle de regroupement, concrètement des rondins de bois, quoi. On a mis des panneaux qui sont très importants, parce que c'est des panneaux qui vont dire aux gens du voisinage, ceci est une école, il y a des enfants qui viennent. Voilà, et ça incite les gens notamment à respecter beaucoup plus le lieu. Et puis, on a demandé aux gardiens de ne pas fermer la pelouse avec ce repos hivernal entre le 15 octobre et le 15 avril. Donc voilà. Donc les classes aux alentours, on dit, voilà, moi je vais venir dans cet espace tous les jeudis matins, moi je vais venir le vendredi, moi je vais venir le lundi, etc. Et cet espace est très vite occupé. Voilà, c'est un test qu'on a démarré ça à la rentrée, là. Et j'aimerais bien voir ce genre de lieu un peu dupliqué dans beaucoup de squares, parce que c'est vrai qu'avec 300 classes à Paris qui sortent, je commence à avoir un petit problème avec les espaces verts et la fermeture des pelouses, repos hivernal. J'avoue que je reçois beaucoup de mails en ce moment d'enseignants qui sont déçus, qui peuvent plus aller sur la pelouse. Voilà, donc il y a ce petit problème à régler, quoi. Et peut-être pour aussi revenir un peu à nos sujets et nos étés, est-ce que vous avez pu y voir un intérêt lors des périodes de canicule, peut-être soit à travers des mesures de température dans votre espace qui est végétalisé, ombragé, pour faire un différentiel aussi peut-être sur les témoignages des classes que vous accueillez qui, si elles sont là un jour par semaine, ont dû subir par contre leur classe surchauffée pendant l'été. Est-ce que notamment l'été dernier a pu révéler aussi un intérêt assez intéressant en termes d'adaptation face aux fortes chaleurs? Alors vraiment, c'est de ma petite échelle, mais le mois de juin, courant au mois de juin dernier, j'ai fait un petit sondage parce que j'ai pas mal d'enseignants qui me suivent sur Instagram. Donc j'ai profité de ce réseau pour demander à les enseignants de me dire combien ils faisaient dans leur classe, quoi. Nous, il faisait 28 degrés. Voilà, vous pourrez voir sur mon Instagram. Il y a ma photo avec un bob et le thermomètre. Il faisait 28 degrés dans l'école dehors. Et j'ai eu beaucoup de remontées d'enseignants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me donnaient à la fois la remontée de la température dans leur classe, qui était souvent assez élevée, et la température dehors, qui était souvent encore plus élevée. Donc finalement, ça n'avait pas du tout l'effet que j'attendais. C'est-à-dire que moi, j'aurais même qu'ils me disent, en fait, il fait moins chaud dehors que dans ma classe. Mais c'est-à-dire qu'ils mesuraient la température dans leur cours de récré ou sur le trottoir. Mais personne n'allait dans le sous-bois pour mesurer la température effective ou ressentie, parce que peut-être qu'effectivement. Donc voilà, donc mon opération de communication n'a pas du tout fonctionné. Mais bon, moi, il faisait 28 degrés, on était bien, et voilà, et on a tous, voilà, les enseignants ont beaucoup souffert quand même de ces quelques jours compliqués, quoi, avec beaucoup d'écoles fermées quand même, voilà. Enfin, ça me semble quand même un retour assez intéressant, qui est que l'école dehors, mais pas n'importe où lors des fortes chaleurs, mais que lorsqu'on arrive à trouver des lieux, ça fait aussi écho à la présentation qu'on a juste avant aussi sur transformer les cours d'école pour que ce soit plus des carrés de bitume, mais des choses davantage ombragées, végétalisées. Que là, ça rend possible cette démarche, qui en effet plus dur à tenir si on est en plein soleil. Et c'est pas si facile à trouver parce que on a la chance à Paris d'avoir pas mal de parcs et jardins, mais c'est vrai que des espaces qui ressemblent un peu à des sous-bois, voilà, ça peut être plus compliqué. On a souvent des pelouses en plein soleil et ça, voilà, même s'il y a une baisse de la température, ça suffit pas, quoi. Il y a pas de baisse, alors c'est encore pire. D'accord. Bon. Et est-ce que pour
Enfin, les personnes peut-être que ça intéresse, soit qui sont enseignants ou qui aimeraient bien peut-être faire remonter des propositions à l'école de leurs enfants, par exemple. Est-ce que vous avez des conditions aussi peut-être à respecter pour bien se lancer, pour que ça puisse fonctionner et que ce soit bien accepté par les équipes Il faut que ce soit un choix de l'enseignant. C'est impératif. Il y a quelques freins qui ont besoin d'être levés, qui sont finalement toujours les mêmes. Hein. On s'inquiète parce qu'il va pleuvoir. C'est-à-dire qu'on a déjà cette croyance qu'il pleut beaucoup. En fait, moi, je peux vous dire, je suis dehors 3 jours par semaine depuis le mois de septembre. La seule fois où j'ai vraiment pris la pluie, c'est aujourd'hui. Voilà, donc on est quand même déjà fin novembre, mi-novembre. Donc il pleut pas tant que ça. La pluie est souvent... les séances sous la pluie sont souvent les meilleures séances avec les élèves, c'est-à-dire qu'on adapte un peu son apprentissage, mais en fait c'est aussi l'occasion de découvrir des choses nouvelles, la pluie, et c'est souvent des chouettes moments en vrai. Et pour les enseignants qui veulent se lancer, bah oui, c'est toujours les mêmes freins. Donc il y a ce stress au niveau de la météo, il y a l'inquiétude sur la sécurité. Voilà, il faut aussi avoir un discours rassurant. Il y a l'inquiétude sur parfois des démarches administratives. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'il y a pas Vigipirate? Est-ce qu'il faut que ce soit dans un square fermé, etc. J'entends dire tout et son contraire, parce que dans beaucoup d'établissements, il y a toujours un chef au-dessus pour vous dire ah non, il faut que tu changes de square à chaque fois parce que sinon tu vas être repéré, etc. Donc voilà, je suis là pour dire, et l'académie est là pour dire, il y a certaines règles, elles sont très claires. Là, on a le droit de sortir, etc. Voilà, pour faire tomber un peu ces faux freins en fait. Et puis il y a une inquiétude sur la pédagogie. Voilà, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire qu'on se dit comment concrètement je vais avancer dans mon programme, parce que les classes qui font classe dehors à Paris aujourd'hui, c'est beaucoup d'écoles maternelles, mais c'est aussi beaucoup d'élémentaires qui ont ce besoin d'avancer dans leur programme. Donc voilà, il faut leur expliquer que dehors ils vont pouvoir faire les mêmes choses qu'ils font dans la classe de manière un peu différente. Je vais prendre un exemple, mais il y a beaucoup de classes depuis quelques années qui pratiquent le quart d'heure lecture. Souvent, après le moment du déjeuner, on s'attribue 15 minutes et tous les élèves prennent un livre et lisent. Bon, voilà, c'est vraiment une pratique qu'on peut faire dehors. Et puis, au bout de quelques séances, l'enseignant va se dire, finalement, le quart d'heure lecture, on pourrait tous lire à voix haute. Parce qu'on peut tout à fait lire à voix haute dehors, alors que dans une classe, 25 élèves qui lisent à voix haute, c'est plus compliqué. Donc, il va s'autoriser des pratiques comme ça, ou vous les allez lire en marchant, etc. En fait, l'intérêt du dehors, je sors un peu du débat, excusez-moi, mais l'intérêt de la classe dehors, c'est vraiment de profiter de l'espace et du mouvement. On profite de l'espace parce qu'on va pouvoir proposer tout ce qu'on voudrait proposer dans la classe où les élèves ont la parole. Et on va libérer la parole. C'est-à-dire tous ces petits ateliers coopératifs où les élèves doivent parler entre eux. Par exemple, je vais prendre un exemple pour être plus concret. Sur une séance, on veut que les élèves parlent anglais. La maîtresse va distribuer des petites cartes à chaque élève avec un personnage dessus. Alors moi, j'ai la carte George, 22 et New York. Et j'ai appris à dire What's your name, how old are you et where do you come from. Voilà. Et je dis à tous mes élèves, voilà, vous allez vous voir les uns les autres. Et alors, ils sont très excités, ils ont un nouveau personnage et ils vont se voir, ils se posent des questions. En classe dehors, on peut avoir 25 élèves qui parlent en même temps pendant 30 minutes, ça pose aucun problème. Voilà. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça en classe. On aimerait que tous nos élèves parlent en même temps, mais que ce n'est pas possible. Donc on profite du dehors pour ça. C'est basique, hein, voilà. Et l'autre exemple, c'est par rapport au mouvement. Le mouvement dans l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental. Je veux dire, pour apprendre un texte de poésie ou pour apprendre un texte de comédien, moi je connais pas de comédien qui apprenne un texte assis à une table. On a besoin de mouvement. Le mouvement, c'est aussi par exemple, ça peut faciliter la mémorisation. On fait beaucoup cet atelier à l'école dehors. On va montrer. Les élèves sont comme vous, ils sont face à moi. Je vous montre un mot, vous devez l'écrire sur une ardoise, mais les crayons, on les a mis 25 mètres plus loin. Donc vous devez bien regarder ce mot, courir, l'écrire là-bas à l'ardoise et revenir ici. Ce petit mouvement, il facilite la mémorisation, il favorise le bien-être, parce que les enfants sont trop contents de courir 20 mètres, ce sentiment de liberté, etc. Donc cette dictée ne peut jamais s'arrêter. Voilà, je pourrais être 3 jours de dictée avec mes élèves à l'école dehors, ça marcherait très bien. Donc voilà, on propose quelque chose de ludique, de très académique, qui favorise la mémorisation. Donc voilà, c'est ça l'école dehors en fait. Voilà.
Intéressant en effet d'aborder ces co-bénéfices qui renvoient aussi évidemment aux questions autour de la cour d'école qu'on a vu, qui permettent aussi d'adresser des questions de genre, des questions sociales, d'épanouissement aussi de l'enfant. Oui. Quelque chose, c'est vrai que même dans l'adaptation au changement climatique, on met aussi beaucoup en avant, d'essayer de faire aussi d'une pierre plusieurs coups. Tout à fait. Donc, voilà, trouver plein de bonnes raisons de mettre en œuvre ces transformations-là. Peut-être une dernière question pour finir. J'imagine que vous suivez aussi ce qui peut se faire ailleurs, que ce soit sur niveau local, peut-être aussi ailleurs en France, est-ce que vous savez un peu où en est cette pratique? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a un peu le vent en poupe et que de plus en plus de personnes y réfléchissent et mettent en œuvre cette nouvelle manière de penser l'école? Il y a clairement un mouvement depuis quelques années. Il y a eu, pour citer un exemple, un événement qui s'appelle les Rencontres internationales de la classe dehors, monté par une association qui essaie de fédérer un peu toute cette pratique en France, qui a eu lieu il y a 2 ans à Poitiers et puis l'année dernière, là en juin, à Marseille. C'est un événement qui rassemble à chaque fois 2000 personnes de toute la France et c'est des dizaines et dizaines d'ateliers. Voilà, on a du mal à avoir des chiffres à l'échelle. Moi, j'ai des chiffres parisiens parce que je pose la question à tous les directeurs des écoles de Paris. Au niveau national, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, mais c'est évident qu'on sent une petite révolution arriver du bas et des enseignants qui entendent parler de cette pratique, comme moi j'en ai entendu parler et qui évidemment ça a éveillé en moi, quand on parle de la classe dehors, ça éveille toujours un souvenir d'enfance. Ça, c'est une force d'ailleurs qu'on a quand on présente le projet aux parents, c'est que ça va toujours éveiller, tiens, j'ai pensé à ma classe découverte, ou tel prof qui nous a fait sortir une fois, etc. Donc voilà, il suffit d'allumer cette petite étincelle dans les yeux des enseignants et en général, ils se renseignent et souvent après, ils m'appellent et puis après, ils se lancent ou ils n'ont pas besoin de m'appeler. Mais voilà, donc il y a effectivement quelque chose un mouvement qui démarre et qu'on est heureux d'accompagner, quoi. Est-ce qu'il y a aussi des questions dans la salle sur ce dernier sujet ou peut-être aussi sur des réflexions un peu plus générales Bonsoir, moi j'aurais une question sur, on est en train de transformer une école, moi je suis en charge des écoles de Paris Centre, je suis l'adjointe en charge des écoles de Paris Centre, on a beaucoup de choses encore à faire. Comment est-ce qu'on fait entre le temps, maintenant on a identifié les écoles qui ont des soucis, on peut pas tout faire à la fois comme tu le disais, qu'est-ce qu'on fait en attendant, qu'est-ce qu'on fait pendant le temps de transition où on peut pas encore par exemple changer les stores d'une école parce qu'il faut faire les études, mais on sait qu'ils vont avoir chaud si on a de nouveau une canicule. Quelle solution de transition on peut trouver pour aller vers ce confort thermique? J'ai pas. Enfin, je pense que déjà, il faut essayer d'identifier le bâti avec un prisme. C'est quoi l'orientation? Est-ce qu'on peut planter? Est-ce qu'on peut mettre des ombrages même transitoires? C'est vraiment très très important. Bon, après, on peut aussi se dire si vraiment c'est la cata dans certains endroits, mettre du blanc de meudon sur la vitre. Il faudra la nettoyer après, donc on va pas le déployer partout comme ça, mais je pense que voilà. Mais ce qu'il faut, c'est surtout identifier les endroits, parce que dans Paris Centre, par exemple, il y a quand même pas mal de façades où on va avoir un ombrage naturel, quoi, ou urbain. Donc, faut vraiment regarder. C'est peut-être les derniers niveaux, donc prioriser pour faire des interventions. Je pense quand même que la protection solaire, c'est le premier truc. Et après, probablement. Ouais. Ouvrir tôt le matin pour faire redescendre la température à l'intérieur des bâtiments, c'est ce que vous êtes en train de développer, mais ouvrir très tôt le matin, les premiers arrivés sur place, donc peut-être remobiliser des agents pour ouvrir toutes les fenêtres de toutes les classes pour que ça descende vraiment au petit matin et surtout ensuite bien fermer pour au contraire ne pas réchauffer à l'intérieur. Bien regarder effectivement l'exposition parce qu'il faut ouvrir du bon côté, sinon en fait on va chauffer plus vite. Donc il y a peut-être une analyse comme ça un peu fine où il faudrait se dire dans telle école, dès qu'on monte les températures, faut ouvrir de ce côté-là mais pas de celui-là, faut se mobiliser pour ouvrir la fenêtre pour faire circuler l'air. Il y a peut-être des gestes à apprendre, à connaître, parce que je pense que le personnel est parfois démuni. C'est-à-dire, est-ce que je dois ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, de quel côté, etc. Il y a peut-être des gestes simples déjà qui permettent ce genre de choses. C'est sûr que ça va nécessiter une mobilisation. C'est celle-là, l'alliance
de bien comprendre comment fonctionne son bâtiment. Le bâtiment dans lequel on vit, c'est ce qu'on fait chez nous, hein. Enfin, je pense que c'est dans son logement, c'est des gestes qui sont faits. Là, c'est pareil. Et après, je sais pas comment il va falloir effectivement mobiliser des gens pour entretenir les protections solaires. Si elles ont été enlevées à Paris, c'était parce que en entretien, c'était compliqué, parce que les persiennes, il y en avait partout, hein. À un moment donné, c'est compliqué. Il faut les repeindre, il faut vérifier les accroches, donc tout ça, c'est peut-être aussi une mobilisation sur ces sujets-là qu'il va falloir faire monter dans les équipes pour pouvoir y arriver. Les brasseurs d'air, c'est un peu plus facile à faire, mais effectivement, il y a des choses qui sont pas tout ce qui n'est pas bâtimentaire peut être fait immédiatement. Ouvrir les fenêtres, s'organiser. Non, mais moi, quand je vois que maintenant, il y a des cours Oasis qui sont ouvertes le week-end, quand on a fait cette transformation-là, je pense qu'on peut se dire que, voilà, elle a été faite, donc maintenant, il y en a d'autres à faire, mais c'est du même ordre, quoi. Moi, je pense que les brasseurs d'air pourraient être systématisés parce que en 2030, en 2050, on en aura besoin. Donc, ça permet de pas toucher au bâti, de pas avoir à changer les menuiseries, de pas avoir à repenser les stores dehors, dedans, etc. Et quand même, le brasseur d'air, tu nous le diras dans un an quand vous aurez fait. Mais je pense que il y a quand même ce ressenti, et pour l'avoir vécu chez moi, de mettre juste le ventilateur de plafond, en fait, ça change tout, quoi. Non, ça change, mais par contre, en fait, c'est un dispositif. Quand c'est pas un truc personnel, ça fait un brasseur d'air dans une école à un D4, là, ça fait 6 kilos, mais porté à pleine vitesse, c'est 30 kilos. Enfin, il faut quand même faire un tout petit diagnostic structure et organiser. Voilà. Donc, ça se raccorde. Donc, il faut le raccorder à l'électricité. Donc, il faut avoir la place sur le tableau. Enfin, il y a des petites choses où c'est sûr que c'est protection solaire. Derrière, c'est les brasseurs d'air tout de suite. Parce qu'après il y a des brasseurs d'air, enfin je veux dire, il y a aussi tous les mômes avec des éventails, il y a des solutions, hein. Nous dans la journée qu'on a faite, on leur a fait fabriquer des éventails et des frigos du désert, ça marche aussi, voilà. Mais il faut juste effectivement, c'est une solution, les brasseurs d'air, mais c'est qu'un complément, parce que temporairement avoir une ventilation au-dessus de sa tête pendant les heures de cours, 1 heure, 2 heures, etc., à un moment donné, ça peut gêner. Mais ça reste effectivement une première étape. Je pense que dans un premier temps, il faut aussi, ce qui a été évoqué, combattre les apports solaires, donc ce qui est facile à faire en termes de solutions. Il y a, je cite pour exemple, si ça peut apporter du Grand Moulin, les écoles de Poissy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'allais le citer. Mais qui est un bon exemple, c'est que du bon sens, ont rénové toutes leurs façades avec ce qu'on appelle des screens. Voilà. Et ça, ces produits ont beaucoup évolué parce que ça laisse passer la lumière, mais ça coupe la chaleur. Et l'entretien est complètement facilité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des évolutions au niveau des produits et autres qui permettent effectivement d'avancer et de régler problème par problème. Donc l'association brasseur d'air, limiter les apports solaires avec des bonnes solutions, très simples. Voilà, je pense que c'est les... Ouais, peut-être pour préciser, oui, mais merci de citer cet exemple-là, en effet, qu'on avait accueilli d'ailleurs aux dernières rencontres Adaptaville en 2024, enfin, en précédente. On avait justement fait une table ronde sur comment est-ce qu'on peut massifier un peu les solutions de confort d'été, sachant que il y a des parents d'élèves qui là ont interpellé cet été pour dire, on veut dès l'été 2026 des solutions qui sont mises en place. Ce qui, du coup, rend aussi compliqué, si on a un très gros parc aussi, de devoir aller une école par école. Et en effet, donc, Dominique Bull, hein, pour le citer, qui a mis en place à Poissy, et en fait, il a fait des études, avec des simulations thermodynamiques pour essayer de trouver ce serait quoi la solution pour répliquer le plus facilement, qui correspond aux usages, qui est efficace et qui rentrait dans notre budget. Il avait en effet trouvé, donc, ce qu'il appelle, des stores, donc, avec des toiles à haute performance, qui, en effet,
Vu de l'intérieur, ça fait un peu comme des miroirs sans teint où on a la lumière, on a quand même visibilité un peu sur l'extérieur. Par contre, ça bloque quand même l'essentiel des rayons lumineux entrants. Ils ont fait juste un été des expérimentations pour s'assurer que, au niveau de l'efficacité en termes de rafraîchissement et au niveau des usages, par notamment les enseignants qui pouvaient avec une télécommande le baisser et l'ouvrir, que ça marchait bien. Et ensuite, pour l'été prochain, ils ont pu, comme ça, en moins de 3 ans, généraliser cette solution sur toutes leurs écoles. Ils sont d'ailleurs pu le faire à la fois sur leurs écoles récentes ou leur école Jules Ferry. Donc, en effet, ce sont des ailleurs pour vraiment on arrive à plus jamais être en inconfort, même pendant les grosses vagues de chaleur. Ça suffit pas, ces solutions un peu par geste, il faut une approche globale. Par contre, pour déjà apporter un premier niveau de réponse, essayer quand même de diminuer, de gagner un petit peu dès l'été prochain, les solutions en effet type brasseur d'air, type protection solaire, qui avec des diagnostics qui sont assez rapides, où il n'y a pas non plus besoin de faire des grosses études pour savoir si on peut les mettre en place, si c'est pertinent. Et on sait que ça fait ses preuves en plus, le principe d'une protection solaire est assez simple. Ça permet quand même d'aller assez vite et aussi d'agir à l'échelle d'un parc et pas seulement à l'échelle de chaque bâtiment. Et en effet, après, ça dépend aussi, on voit des choses qui se mettent en place comme ça dans des communes aussi un peu plus petites, où c'est sûr que quand il y a 6-7 écoles, ça peut aussi rendre plus facile l'approche un peu par parc aussi. Ils connaissent en fait sans faire d'études, ils savent très bien les écoles qui sont les plus chaudes parce qu'ils ont les remontées des enseignants ou des professeurs, où ils se doutent bien que cette école elle est ancienne, elle a jamais été isolée et il y a beaucoup de salles façade sud. Des fois, il n'y a pas non plus besoin de faire des simulations thermodynamiques pour savoir si une école est à risque. Donc, c'est se rend compte, on arrive quand même à travailler à l'échelle d'un parc, à mettre en œuvre rapidement des solutions, mais ne pas perdre en tête, c'est ce qu'on disait précédemment, que pour un été 2050, ça suffira pas de mettre ces petites solutions, que là, c'est pour ça c'est intéressant d'avoir ces projets qui vont très loin, parce qu'on a un climat qui va nécessiter à moyen, long terme, d'aller là, par contre, sur chaque étoile, un peu au maximum qu'on peut faire, pour essayer d'avoir aussi à juste les démolir et les reconstruire. Merci. On a besoin d'éléments qui vont nous permettre de faire l'année, les 2 ans, les 3 ans qui viennent, parce que on va avoir en plus des parents qui ont des enfants qui vont être sur le cycle 4 ans, 5 ans en primaire et puis qui vont passer. Et là, on va devoir regarder beaucoup plus loin. Personnellement, je suis originaire de la région parisienne, mais moi, j'habite dans le sud-ouest depuis 25 ans. Je vous dis que les chaleurs que vous avez là, nous, on les a déjà. Et on a d'autres manières de regarder, notamment avec une tempérance absolument par des systèmes qui vont nous permettre de garder cette fraîcheur et non pas arriver le matin pour l'ouvrir la demi-heure avant que les élèves arrivent ou que les professeurs arrivent, mais c'est déjà dès qu'il a fait plus frais, dès 11h le soir, qu'il faut que ça se mette en route pour que le bâtiment décomprime complètement, puisqu'il faut 6h30, 7h de décompression. Et quand le bâtiment décomprime pas, il relargue des tas et des tas de polluants beaucoup plus. On est jusqu'à des seuils qui vont jusqu'à 80 fois plus de polluants. Donc on arrive croyant être préservé dans un endroit qui nous est extrêmement chargé, et il faut que ça, on l'ait amélioré bien avant. Je prends pour exemple, et moi j'avais travaillé sur le sujet, l'école République, et notamment il y avait un système qui était fait pour tempérer justement la journée aux justes besoins des élèves avec les détecteurs de CO2, de COV et autres toute la journée. Et la nuit, effectivement, dès que le différentiel thermique était intéressant, ça se faisait et ça se bouclait. Et il était comparé 2 salles de classe totalement similaires, le même nombre d'élèves, les mêmes orientations. Et la salle de classe qui a été montrée où il y avait le plus de chaleur, d'inconfort et de polluants mesurés et autres était celle qui était avec les actions où on ouvrait, fermait les portes et les fenêtres, mais finalement qui avait un impact, comme je disais tout à l'heure, en 10 minutes on baisse, mais on a des seuils qui remontent assez rapidement, alors que la classe qui était traitée mécaniquement sans avoir besoin de systèmes compliqués, parce que ça c'est toujours, on croit tout de suite, il faut aller chercher des systèmes qui valent des fortunes et qui sont compliqués. En fait, cette salle était celle qui était avec le moins d'ouverture de portes et des fenêtres et qui était la plus confortable et où il y avait des élèves qui étaient beaucoup plus attentifs. Donc, et d'ailleurs, les professeurs des salles d'à côté disaient, nous, on veut cette salle-là parce qu'on y est mieux. Ils savaient pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas expliqué. Mais ça veut dire qu'il y a plein de solutions. Ça aussi, c'est important. Et il faut le regarder au niveau des écoles comme au niveau des habitats. On parle du low-tech, et ça, c'est ce qui est un peu fait dans votre bâtiment. Moi, je sais que les personnes qui poussent le low-tech n'ont pas mis ce système-là chez eux, par exemple. Mais ils sont dans des zones un peu plus chaudes. Voilà. Donc, il y a non, mais moi, j'en connais aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut bien regarder l'endroit où on est et vers quoi on se projette. Parce que là, on a des éléments qu'on va poser qui vont devoir fonctionner 30 ans.
Et dans 30 ans, on sera assez loin. Voilà. Peut-être si tu travailles aussi sur ces questions-là, il y a le CEREMA qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et qui fait aussi des petites méthodes de diagnostic qui sont basées à la fois sur des questionnaires, des visites techniques qui permettent aussi d'avoir des choses un peu moins lourdes que des grosses études qui pouvaient pas être là parce que c'est l'équipe qui est basée à Lyon qui travaille là-dessus. Mais je vous invite aussi à aller voir leur guide. Dire aussi que nous, à l'Agence Paris du Climat, maintenant, on accompagne aussi des communes sur la métropole du Grand Paris grâce au soutien de la MGP. Notamment sur ces questions-là, on a bien vu que c'était une grosse demande suite à l'été qu'on a vu de travailler sur les écoles, qu'on espère aussi poursuivre par la suite. Donc aussi, si vous êtes une collectivité, potentiellement ça peut vous intéresser. Je sais pas s'il y a peut-être une ou deux dernières questions, une au fond, oui. Oui, ça s'adresse pour la classe dehors. Je voulais savoir, vous avez parlé de la classe dehors, dans l'herbe, sous des arbres, essayer de trouver un peu des petites forêts. Je voulais savoir, il y a pas mal de kiosques à Paris, il peut y avoir des abris. Est-ce que c'est un bon compromis quand même, ou est-ce que une classe dehors réussie, il faut être assis dans l'herbe et puis avoir une végétation foisonnante? Est-ce qu'on peut trouver un intermédiaire qui peut protéger des conditions climatiques? Oui, en fait, il y a plein de pratiques de classe dehors différentes. Il n'y a pas une bonne pratique de classe dehors. Il y a des enseignants qui font des choses très bien sur le bord du canal de l'Ourcq, sans herbe et sans arbres, même s'il y en a quelques-uns sur le bord du canal de l'Ourcq. Je veux dire, c'est à l'enseignant de trouver un espace, en général, pas trop loin de son école, parce que ça sera plus simple. Si ça pourrait être tout à fait dans les kiosques, effectivement, voilà, enfin, il y a pas de bonne pratique. Je veux dire, c'est vraiment à l'enseignant parfois de s'adapter. Évidemment, on aurait tous envie d'avoir le bois de Vincennes devant notre école, c'est pas le cas. Donc, on s'adapte avec ce qu'on a, et les enseignants, en général, voilà, savent le faire et savent parfois s'adapter, mais pourquoi pas, les kiosques, très bien. C'est une pratique, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une pratique qui doit être régulière. C'est Charlotte, ma voisine, qui m'a soufflé, t'as pas dit régulière. C'est très important. C'est-à-dire que la plupart des enseignants qui font ça à Paris, j'ai dit 300, ils sortent une fois par semaine. Ce qui est presque un minimum. On pourrait faire plus, mais c'est déjà bien. C'est-à-dire que c'est vraiment inscrire ça dans la régularité qui fait que c'est ritualisé, ça devient beaucoup plus simple pour l'enseignant. C'est plus simple pour lui de sortir une fois par semaine qu'une fois par mois, parce que c'est ritualisé, parce que les parents pensent aux bots, parce que on n'a pas besoin de réexpliquer les règles. Et ça devient l'endroit dehors qui pourrait être un kiosque, devient une annexe de la classe, quoi. Voilà. Les élèves connaissent ce lieu, ils y sont comme dans leur classe. Et vraiment, on peut commencer à amener des pratiques pédagogiques et ça devient vraiment un moment très agréable. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon on conclut. Je vous propose du coup de s'arrêter là. Merci à tous et à tous pour être venus. Si vous voulez y partager peut-être à des personnes qui n'ont pas pu se déplacer ou qui seront peut-être plus sensibilisées aussi quand l'été arrivera. Donc on aura donc le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. On aura aussi le temps de faire le compte rendu et surtout le dessiner. On pourra aussi vous partager le compte rendu dessiné qui est aussi un bon moyen d'en faire parler autour de vous. On a évoqué quelques ressources là, comme j'ai dit, les ressources du CAUE, la plateforme Adaptaville aussi, sur laquelle pas mal de solutions qui ont pu être évoquées aujourd'hui. Et oui, pour l'école dehors, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations? J'ai fait un site qui s'appelle maclassedehors.fr. C'est le plus simple, c'est tout accroché, maclassedehors.fr. Il y a des sites académiques, mais je ne sais pas si tout le monde y a accès. Il y a aussi un site académique avec le même contenu, mais je l'ai mis sur le site académique, c'est quand même plus... Voilà. Et donc sur Instagram aussi, si j'ai bien compris. Voilà, on vous a aussi mis à la sortie quelques brochures aussi sur ces sujets ou sur d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à aller piocher dedans. Et puis pour rester aussi tenu informé de nos prochains événements, donc la newsletter de l'Agence parisienne du climat et la newsletter aussi Adaptaville pour nos sujets vraiment centrés sur l'adaptation au changement climatique, plutôt à destination des pros ici. On remercie aussi dans l'Académie du climat de nous avoir accueillis ce soir. Et puis je vous souhaite une bonne soirée.